Bonjour à toutes et tous. Merci de prendre place pour les derniers. Donc merci d'être venus à cette conférence qui s'intitule « Comment ils démolissent l'université et la recherche ». Donc moi je me présente, Hendrik Davy. Donc j'étais jusqu'au mois de juin directeur de recherche en écologie forestière à l'INRAE, syndicaliste aussi à la CGT, et je suis depuis le mois de juin donc député LFI NUPES, de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Voilà. Alors pendant pas mal d'années, j'ai co-animé le livret enseignement supérieur et recherche, et cette dernière période, c'était avec Karine Fischer, qui est là, ici présente. Présente-toi, parce que... Donc si vous avez des questions sur l'enseignement supérieur et la recherche, avec Karine, qu'il faudra ensuite aussi en discuter par rapport au livret. Alors j'ai donc le plaisir d'animer cette conférence avec Cédric Hugré, qui fera ensuite une introduction autour de son livre L'université qui vient, un nouveau régime de sélection scolaire, que tu as coécrit avec Tristan Poulawek. Je te laisserai peut-être te présenter un peu plus tout à l'heure. Donc tu es sociologue, hein, et donc on est vraiment très, très heureux de t'accueillir. Et ensuite conclura Éléonore Schmitt, qui est la jeune de la tribune, qui est secrétaire nationale de l'Alternative, qui est donc un syndicat étudiant. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous ici? C'est bon? Alors, je vais faire donc l'introduction. Donc l'idée, c'est qu'on fait 3 introductions de 20 minutes et après on vous donnera évidemment la parole. Alors moi, je voulais partir d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est lequel? C'est qu'on sait aujourd'hui qu'on a besoin de plus de savoir, à la fois de production de savoir et de partage de ce savoir. Et on est dans une situation paradoxale parce qu'on est dans un moment où on a une casse du service public qui est à la fois de la production, en termes de recherche, et de partage du savoir, donc l'université. Et donc moi, je voudrais un peu expliquer dans mon exposé pourquoi on est face à ce paradoxe et pourquoi on a un peu l'impression qu'ils sont tombés sur la tête. Alors d'autant plus que nous, on pense qu'il y a besoin de plus de savoir parce qu'on a des crises écologiques et sociales qui nécessitent d'avoir plus de connaissances scientifiques pour y répondre, et donc j'y reviendrai un peu après, mais on n'est pas les seuls à le dire, y compris ceux du camp d'en face, du camp néolibéral, du camp de Macron, reconnaissent qu'ils ont besoin de plus de production de connaissances et de savoir. Alors eux, ils mettent plus en avant la compétition économique, mais en tout cas, c'est présent dans tous les documents de l'Union européenne, puisque, y compris l'Union européenne, dit qu'il faut atteindre 3% du produit intérieur brut pour la recherche et l'enseignement supérieur. Donc ça prouve bien en réalité que tout le monde reconnaît qu'on a besoin de connaissances à la fois dans sa production et dans son partage. Pourtant, vous allez le voir dans nos 3 introductions, on est à la fin d'un cycle de casse violent du service public, de l'université et de la recherche publique. Et ce paradoxe, en fait, moi je suis forestier et je peux vous dire qu'on a exactement le même paradoxe avec l'Office national des forêts. On vient de vivre un été caniculaire avec une succession d'incendies et ça arrive à un moment où l'Office national des forêts a perdu près de la moitié de ses effectifs depuis les années 80. Or, c'est cet office qui permet de lutter et de prévenir les incendies de forêt, de gérer les forêts convenablement pour essayer d'éviter ce type d'événement. Donc on est vraiment face à cette situation paradoxale. Alors pourquoi nous on pense à la France Insoumise, mais je pense que c'est parfaitement partagé au centre de la NUPES, qu'il faut plus de savoir, et notamment plus de savoir scientifique. Et là je voudrais faire juste une petite digression sur le savoir scientifique. Il existe plusieurs types de savoir. Moi je dis toujours que le forestier avec lequel je travaille, en général en connaît beaucoup plus que moi sur la forêt. Donc il a une connaissance qu'on appelle, que les scientifiques et les épistémologues appellent, une connaissance vernaculaire de la forêt. Mais néanmoins, la connaissance scientifique est un peu de nature différente, puisque c'est une connaissance dont le périmètre, en général, le scientifique ne connaît pas grand-chose à la forêt, mais il connaît quelque chose de très précis dans la forêt. Donc le périmètre de la connaissance est beaucoup plus précis pour chaque individu, chaque scientifique séparément, mais le degré de vérisimilitude, c'est-à-dire le degré de... En gros, il n'y a pas de vérité infinie, mais le degré de vérisimilitude, c'est un terme qu'utilisait Popper, est relativement important. Et en fait, en général, le scientifique dans son domaine connaît quand même précisément où en est l'état des connaissances sur une question très précise. Bon. Et ça a une conséquence, c'est que pour atteindre ce type de connaissances particulières, on est organisé en discipline scientifique, et c'est relativement important parce que c'est au sein de ces disciplines qu'ensuite on écrit des articles et qu'on finalement on relit les articles des autres et qu'on peut évaluer la connaissance
connaissance qui est produite. Et c'est cette production, c'est une production qui est collective, c'est jamais un individu seul, qui fait qu'à la fin, on a des connaissances relativement solides sur le climat. Par exemple, on est capable de vous dire que le changement climatique en 2100, ça, en gros, un été en 2020, 70 plutôt, sera à peu près comme 2003, et ça sera une version fraîche de l'été de 2003, en gros. Et ça, on peut vous le dire, c'est grâce aux connaissances scientifiques. Bon. Mais ça a une conséquence pour nous qui est très important à la France insoumise, mais je pense que, encore une fois, c'est partagé assez largement dans la communauté scientifique, c'est que pour nous, il y a une connexion très forte, et on va y revenir, je pense, pendant toute la durée du débat, entre la recherche et le partage de la connaissance, et donc l'enseignement. Pour nous, il est absolument nécessaire que l'université soit aussi le lieu de la production de connaissances, parce que la connaissance qu'on partage à l'université, c'est une connaissance qui est vivante, et donc c'est une connaissance qui est toujours en mouvement, et qui est finalement qui sait, qui connaît où en est le savoir à un moment donné, et qui est capable de partager, y compris aux étudiants, le fait que cette connaissance, elle est en mouvement. C'est pas quelque chose de figé. Et c'est pas exactement la même chose que ce qu'on peut apprendre dans une école où on a un corpus figé. Voilà, c'est l'apprentissage du savoir critique. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est important pour autre chose pour nous à la France insoumise, c'est que le savoir critique, c'est la base de l'émancipation de toutes et tous. On ne peut pas s'émanciper si on n'a pas une démarche de savoir critique. Alors, c'est pour ça que pour nous, on a la nécessité de refonder le service public d'enseignement supérieur et de la recherche. Alors maintenant, je vais en venir de vous expliquer pourquoi et comment ils ont cassé l'enseignement supérieur et la recherche. Alors d'abord le comment. Et après, on essaiera de se poser la question de pourquoi ils ont fait ça quand même. Bon. Alors, il y a deux façons de casser l'enseignement supérieur et la recherche. La première, ça a été l'austérité. Ça a été de ne pas donner assez de moyens en fait, à la recherche et à l'enseignement supérieur, et notamment au vu des enjeux de recherche et des enjeux d'enseignement supérieur. Alors en termes de moyens, c'est assez caractéristique par rapport aux 3% du produit intérieur brut, puisque finalement on n'est qu'à 2,3%, que ça n'a pas augmenté pour la partie recherche depuis des années. Et la raison de ça, c'est qu'ils pensent qu'il ne faut pas favoriser la recherche publique, mais favoriser que la recherche privée. C'est pour ça qu'ils ont développé le crédit impôt recherche, qui est un gouffre financier à 7 milliards d'euros. C'est presque de 2 fois. Alors ça, c'est la catastrophe. C'est pas grave, je sais à peu près ce que je vais dire. C'est à peu près 2 fois, ça c'est super, c'est à peu près 2 fois le budget du CNRS, et donc leur idée c'était qu'il fallait développer la recherche privée, mais finalement ça n'a pas développé la recherche privée, et en contrepartie on a eu vraiment une austérité au niveau de la recherche publique. Au niveau de l'université, je pense que mes collègues y reviendront, la conséquence de ça aussi, ça a été finalement qu'on a eu une baisse de 12% du taux d'encadrement des étudiants, parce que le nombre d'étudiants a augmenté, et comme le nombre de maîtres de conférences n'a pas suivi, on a une baisse du taux d'encadrement. Donc ça veut dire qu'on forme de plus en plus d'étudiants, et je pense l'introduction dans ton livre, c'est qu'on forme de plus en plus d'étudiants, mais avec le moins de personnel. Donc en fait, en termes de contenu de connaissances et de qualité de la connaissance qu'on partage, finalement, en fait, on a une dégradation. Et donc ça a été une conséquence assez forte donc pour l'ensemble de l'université. Donc ça, c'est la partie austéritaire. Mais j'aime bien rappeler que la partie austérité n'est pas le seul problème, et c'est pas la seule façon qu'ils ont eu de démanteler l'université et la recherche. La deuxième façon, et je pense que c'est plus important, c'est ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle en général le New Public Management. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de transformer profondément la recherche et l'université pour qu'on colle aux dogmes en fait néolibéraux. Alors, ça a des conséquences multiples. La première, c'est la sélection des étudiants. Nous, on pense que le droit à la poursuite des études, et c'est dans le programme de la France Insoumise, c'est quelque chose d'inconditionnel qui doit être dans le droit de la Constitution. Au vu des enjeux, on pense que n'importe quel étudiant qui veut poursuivre des universités en psychologie, en philosophie, etc., doit pouvoir le faire. Si ensuite il ne trouve pas un emploi dans ce domaine-là, il en trouvera dans un autre domaine, et ce qu'il aura appris en psychologie lui servira. Parce que quand vous êtes infirmier, si vous avez fait aussi des études de psychologie aux urgences, ça vous sert, je peux vous le jurer. Donc c'est jamais inutile de faire des études, et ça c'est le pari du savoir que nous on a toujours défendu. Et eux, en face de ça, ils ont plutôt promu la sélection des étudiants pour 2 raisons. D'abord pour une raison qui est simple, c'est l'austérité.
Quand il n'y a pas assez de maîtres de conférence, on ne peut pas avoir finalement suffisamment d'enseignants face aux étudiants, donc on est obligé de sélectionner. Mais il y a une raison qui est liée réellement à la logique néolibérale, qui est aussi forte que la sélection, qui est aussi forte que l'austérité, c'est le fait de réellement gérer l'université comme finalement quelque chose qui doit donner des compétences et non plus des qualifications pour que ça colle avec les besoins des entreprises. Et ça m'amène à une deuxième distinction, qui est la distinction compétence-qualification. Les néolibéraux, finalement, dans leur idée de l'enseignement supérieur, c'est qu'on forme chaque étudiant, on les forme pour qu'ils aient une pléthore de compétences qu'ils vont pouvoir vendre à leur entreprise. Nous, notre idée, c'est qu'on forme des étudiants qui doivent être qualifiés et leur niveau de qualification ensuite est défendu dans des conventions collectives qui leur permettent à la fin d'avoir des emplois avec des niveaux de rémunération qui sont légitimés par leur niveau de qualification. Et c'est tout ça qu'ils ont voulu casser avec Parcoursup aussi. C'est tout ça qu'ils ont voulu casser avec notamment la casse du caractère national des diplômes. Ça, c'est pour les aspects étudiants. Mais le management néolibéral a aussi des conséquences pour les agents, que je voudrais quand même rappeler ici. D'abord, c'est la mise en compétition de tous et tous. Mise de compétition des agents entre eux, des techniciens entre eux, mise en compétition pour chacun pour qu'ils aient une prime, l'autre n'a pas la prime, etc. Mise en compétition des maîtres de conférences entre eux, des chercheurs entre eux, et ça a poussé à ce que vous connaissez bien, qui est le publish hors perish, c'est-à-dire si vous publiez pas assez, eh ben, vous n'avez pas de poste, hein, c'est quelque chose qui est terrible actuellement. Et mise en compétition des universités entre elles. Et on arrive vraiment à l'échelon terminal de ce truc-là, avec notamment l'autonomie des universités, où on a des universités plus ou moins riches qui finalement sont en concurrence entre elles pour attirer les étudiants, et les étudiants sont en concurrence entre eux pour avoir les meilleures universités. Voilà. Donc même si tout ça est public, à la fin on a un vrai marché privé. C'est ça l'idée. Et la conséquence de tout ça, et je vais y venir, il y a deux, trois conséquences principales. La première, c'est la précarité généralisée, précarité des étudiants, donc précarité sociale, précarité des salariés, avec, vous imaginez pas, on est près de 30% de précaires dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, moi j'ai des jeunes collègues chercheurs qui ont 36 ans, qui font un travail extraordinaire, qui ont des papiers dans Nature et qui ne peuvent pas avoir de poste parce qu'il n'y a pas de poste, voilà. Donc une précarité terrible. Et à l'arrivée aussi, on a quelque chose qui est à mon avis donc précarité, mais il y a aussi quelque chose à la fin, c'est qu'on a le développement du privé. Et j'en arrive pour ma dernière partie au pourquoi ils font ça. C'est que quand on casse le service public d'enseignement supérieur et qu'il n'y a pas assez de place dans le public, on va dans le privé. Et là, il y a vraiment un parallèle avec ce qu'ils ont fait avec l'hôpital public et les cliniques privées dans les années 80. Ils veulent faire la même chose. Et la conséquence principale qu'on ne discute pas assez de Parcoursup, c'est l'augmentation drastique du nombre d'étudiants qui vont dans le privé. Moi, j'habite Marseille et je sais ce que c'est. C'est-à-dire que quand les écoles dysfonctionnent dans le public, les gens mettent leurs enfants dans le privé. Et donc, c'est pour ça qu'ils font ça. Bon. Et donc ça, c'est une des conséquences importantes. Alors, je conclurai sur pourquoi ils font ça. Enfin, ma dernière partie sera pourquoi ils font ça. Alors, ils font ça pour différentes raisons. La première raison, c'est lié aux qualifications. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous individualisez les compétences, les salariés, finalement, vendent leurs propres compétences à l'employeur et sont plus protégés par des qualifications. C'est aussi pour ça qu'en parallèle, ils ont cassé le droit du travail. Et donc, quand on fait ça, finalement, on diminue les salaires. Hein, et le nombre de Bac+5 qui sont employés avec des salaires de misère a explosé dans les dernières années, et ça permet d'augmenter le taux d'exploitabilité des salariés, hein, et donc d'augmenter les taux de profit et donc le nombre de yachts qu'ils auront à la fin. Je vous fais court, mais c'est ça. C'est pas caricatural, c'est vrai, c'est vraiment ça. Bon, il y a un deuxième, à mon avis, chose importante, c'est que ça permet de marchandiser le savoir, à la fois sa production et son partage, et d'aller vers des universités privées comme aux États-Unis ou en Angleterre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, mais le capitalisme a besoin en permanence d'ouvrir de nouveaux marchés. C'est une conséquence de la baisse tendancielle du taux de profit, on pourra en discuter et en débattre, c'est très intéressant. Mais en général, ils ont toujours en permanence besoin d'ouvrir de nouveaux marchés, et ils s'attaquent à des marchés qui sont les biens communs. Donc c'est l'eau, c'est le gaz, c'est l'électricité. C'est pour ça que dans toutes les phases de néolibéralisation, ils privatisent tous nos biens communs. Et le savoir est le dernier des biens communs. Donc là, l'université, c'est bien avancé. Le prochain, c'est l'école. Et Macron est en train de préparer ça là aujourd'hui. Hein, la marchandisation à marche forcée de l'école. Et le dernier élément, enfin l'avant-dernier élément, c'est de faire en sorte que l'université soit mise au service finalement
des besoins des entreprises directes. Donc leur idée, c'est d'avoir à la fois des universités d'excellence qui sont dans la concurrence de Shanghai, c'est Paris-Saclay, etc., et des petites universités qui permettent de produire des salariés à bas coût pour les entreprises du bassin d'emploi. Donc c'est vraiment une université à deux vitesses, et c'est vraiment ça leur idée. Mais sans avoir de vraies réflexions sur une filière technologique qu'ils ont cassée en cassant les lycées professionnels, et donc sans avoir une vraie réflexion sur comment on réindustrialise le pays en réalité. Donc ça ne résout pas les problèmes français. Dernier élément du pourquoi ils font ça, il y a une dimension idéologique qui est non négligeable. La dimension idéologique, c'est de dire finalement que, typiquement, Macron n'a pas arrêté de dire « moi, je rêve que tous les Français soient milliardaires ». Et bien, la dimension idéologique, c'est aussi d'être fier que chaque chercheur souhaite être le meilleur et celui qui publie le plus, et que chaque étudiant soit le meilleur qui, par rapport à ses voisins, et multiplie les formations les plus brillantes. Il y a vraiment une dimension idéologique là-dedans, d'individualisation et de cette logique d'excellence. Ils n'ont que ce mot à la bouche dans toutes les strates de l'enseignement supérieur et la recherche. Donc il y a cette dimension idéologique. Donc je vais conclure par deux choses avant de donner la parole donc à mes collègues. La première chose, c'est que dans notre programme, on a voulu donc lutter contre ces deux conséquences principales du démantèlement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc on a proposé un certain nombre de mesures et chiffrées précisément sur comment on sort de l'austérité. Donc je vous les donne, comme ça fait un peu rêver. 1,% du PIB pour la recherche publique, c'est-à-dire c'est en gros doubler le montant pour la recherche publique, la partie recherche, pas la partie enseignement, puisqu'on est à 0,7% du produit intérieur brut actuellement. Et ça, c'est possible si on récupère l'argent du crédit impôt recherche, notamment. Bon, il faut rajouter un petit peu plus, je vous épargne les chiffres, mais c'est possible. Donc les 7 milliards qui donnent comme ça au crédit impôt recherche en contrepartie aux entreprises, notamment à Sanofi, qui n'a même pas été fichu de faire un vaccin à l'arrivée. On récupère tout cet argent, on le donne à la recherche publique. Et ça se traduit concrètement en emploi à le recrutement de 30 000 enseignants, techniciens, chercheurs, partout. Voilà, 30 000. Ça, c'est à mon avis important. Autre élément important, donc ça c'est sur la partie austérité, je vous ai donné 2 éléments, mais il y en a plein d'autres sur le budget. Et sur la partie New Public Management, je ne prendrai que 3 mesures phares, et pour que vous les compreniez bien. La première, c'est la titularisation de tous les précaires qui exercent des fonctions pérennes. Tous les précaires. Et ça coûte pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que ces précaires, ils sont actuellement payés. Ils sont payés par qui ? Par nous. Donc en fait, c'est juste qu'on change leur statut et qu'on leur garantit une vie digne et qu'ils peuvent avoir un logement et qu'ils peuvent se projeter dans l'avenir. Mais en termes de budget à l'arrivée, au début, c'est pas grand-chose. Après, ça devient, parce que forcément, un précaire qui est fonctionnalisé, son évolution de salaire, en général, elle est meilleure que s'il reste précaire. Donc il y a un coût pour l'État à l'arrivée. Mais là, tout de suite, il n'y a pas de coût. Donc on les titularise tous et on ne se pose pas la question. On en a besoin. C'est des gens qui sont compétents, qui ont des doctorats, etc. On les titularise tous, y compris ceux qui sont dans l'administration. Il y a beaucoup de secrétaires, beaucoup de techniciens qui sont précaires aussi, et on les titularise tous. Autre aspect important, la suppression de la HERS. Ça paraît symbolique, mais je voudrais vous expliquer que ce n'est pas symbolique. Alors, c'est le Haut Comité à l'évaluation à la recherche scientifique. En gros, c'est un bidule qu'ils nous ont créé pour évaluer toutes les unités. Et ce bidule met en concurrence les universités et maintenant évalue tout. Ils évaluent les universités, ils évaluent les unités, ils évaluent même les projets, ils évaluent tout en fait. Et donc le problème, c'est que ça nous met, d'abord nous on passe notre temps à évaluer, et on perd un temps fou, et surtout c'est vraiment la logique même de on donne de on donne du mérite que à ceux qui sont meilleurs, et voilà, et on met en permanence en précarité tous les collectifs de travail. Et plus connu, c'est la suppression de l'Agence nationale de la recherche, et je finirai juste là-dessus. L'Agence nationale de la recherche, c'est en gros une agence qui a des milliards d'euros et qui les répartit finalement, enfin 1 milliard d'euros, qui est réparti dans l'ensemble des unités. Et en gros, cet argent est réparti sur appel à projet. Et donc avec une compétition féroce, avec des taux de succès qui dans certaines disciplines, à certaines époques, étaient de 7 à 8%, donc ça veut dire 82% des projets étaient refusés. Imaginez ce que ça veut dire, vous travaillez pendant des mois et des mois avec un collectif de travail et votre projet est refusé. Et à l'arrivée, ça sert à rien parce que, en gros, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on donne l'argent de fonctionnement qu'aux chercheurs qui sont les meilleurs. Alors, ceux qui sont les meilleurs, du coup, parce qu'ils publient beaucoup, ils ne sont pas qu'ils sont les meilleurs, c'est qu'ils ont beaucoup de post-docs, beaucoup de précaires, ils publient beaucoup. Du coup, ils croulent sous le travail, ils sont en burn-out.
Hein, ils ont le projet ANR, ils ont le projet européen, etc. Et ils finissent en burn-out. Et ceux qui ont rien. Donc ils ont leur salaire, mais ils ne peuvent pas travailler. Donc nous, ce qu'on propose, c'est relativement radical et on est la seule force politique à l'avoir proposé quand même. La suppression de l'ANR, hein, on était un peu les seuls. Et je continue de le maintenir, c'est très important. C'est qu'on récupère l'argent de l'ANR et l'argent de l'ensemble des initiatives d'excellence et on le redistribue à tous les chercheurs avec une part à stricte égalité. Voilà, on redistribue à tout le monde. Et ça fait rêver parce que quand on fait la division, j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais ça revient à 14 ou 15 000 euros par personnel qui est dans un labo. Et vous, si multipliez ça, parce que évidemment, c'est pas donné aux chercheurs, c'est donné à l'unité, hein, en fonction du nombre de personnes qui sont dans le labo. Et si vous faites ça, ça fait rêver les chercheurs parce qu'enfin, ils pourront travailler au lieu de répondre à des appels à projets. Voilà, je vais passer la parole maintenant à toi, Cédric. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation et tout spécialement merci à Karine Fischer qui s'est donné beaucoup de mal pour que je puisse être là aujourd'hui. Donc moi je suis Cédric Hugré, je suis chercheur au CNRS et sociologue et je viens de coécrire un livre qui s'appelle L'université qui vient, un nouveau régime de sélection scolaire qui est sorti il y a quelques jours. Et bien sûr je ne vais pas pouvoir vous présenter la totalité du livre ici puisqu'il fait 5 chapitres. Il revient dans le premier chapitre sur ce que vient de dire Hendrik, un peu sur cette crise organisée de l'université française qui remonte un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais développer 2 points seulement dans mon propos aujourd'hui, quitte à poser entre amis un peu les questions qui fâchent sur l'université et notamment le premier cycle. C'est un peu le projet du bouquin que la gauche, enfin je sais pas comment on l'a nommé maintenant, le camp progressiste, se saisisse aussi des questions d'enjeux de formation intellectuelle, d'apprentissage, de niveau scolaire, pour dire le mot qui blesse un peu. Je vais revenir un peu longuement sur ce qui s'est passé pour nous dans les universités à partir du confinement de 2020. C'était important de le faire pour 2 raisons. D'une part parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une mémoire de ce qui s'est passé spécifiquement à l'université, parce qu'on a été traité très différemment des autres institutions de formation des étudiants. Et puis d'autre part parce que dans le livre, on commence sur cet épisode comme un bon cadre analytique de ce qu'est le nouveau régime de sélection scolaire des étudiants. Alors au printemps 2020, je vous apprends rien, beaucoup l'ont vécu avec nous, tous les étudiants et toutes les étudiantes ont été privés des principaux lieux de formation sur les campus. Bien sûr les salles de cours, les bâtiments, mais aussi les restaurants universitaires, les bibliothèques. Personne n'avait accès à rien sur les campus, même pour un petit accueil. Ce confinement, on pourrait dire, à ce confinement, s'est ajouté une dimension sociale, économique assez particulière, parce que des étudiants ont été contraints de rentrer chez eux, puisque dans les CTU, et d'autres sont restés dans les CTU, sans pouvoir vraiment savoir ce qu'ils avaient à faire, sans être accompagnés, en étant livrés un peu à eux-mêmes. Puis sur le marché du travail, il y a des étudiants qui ont perdu quasiment immédiatement leur travail précaire, beaucoup de serveurs, de serveuses, mais il y a aussi des étudiants qui ont vu leur charge de travail très fortement augmenter. Ça a été le cas notamment des livreurs et des caissières. Et donc on était dans une situation un peu dramatique et on a eu l'idée avec quelques collègues de lancer une enquête par questionnaire sur le vécu de ce confinement dans 8 campus en France. Alors je vais les lister parce que comme ils ont participé à l'enquête, c'est important. Les campus de Brest, de Caen, de Grenoble, du Havre, de Nanterre, de Nantes, de Paris 8 où je suis, de Tours, nous ont appris qu'en novembre 2021, il y avait 10% des étudiants qui avaient eu recours à l'aide alimentaire. 10%, ça paraît pas beaucoup, mais il y en a 16% surtout qui auraient dû avoir recours à l'aide alimentaire, mais qui n'ont pas pu. Et puis il y en a 4% qui se sont vus refuser cette aide alimentaire. Donc ça fait en gros 30% des étudiants qui déclarent dans un petit questionnaire de sociologue en novembre 2021 qu'ils ont été dans une fragilité économique telle qu'ils ont été obligés de solliciter des guichets alimentaires. Alors nous, ça nous a particulièrement touché à Paris 8, parce qu'à Paris 8, les images ont un peu fait le tour, mais il y a eu des files d'attente incroyables pour des petits paniers, vraiment, et on a été les premiers surpris de ce retour de la grande pauvreté étudiante. Et puis rapidement, en fait, on s'est tous alarmés, moi le premier, que cette dégradation des conditions de vie des étudiants se transforme en décrochage massif. Les mois qui ont suivi ce premier confinement ont alors révélé des grandes inégalités entre les différentes institutions de formation des étudiants, entre notamment les classes prépa, les STS, qui, elles, ont pu continuer à former leurs étudiants in situ, selon des programmes à peine adaptés, notamment en prépa où on n'a pas touché beaucoup aux jauges. Et alors nous, dans les universités, on a subi un second confinement, juste à l'automne 2021, de 6 semaines. Puis à l'issue de ce second confinement, en novembre 2020, puis en janvier 2021, on a été tous obligés de passer au distanciel à marche forcée, c'est-à-dire de passer avec des jauges à 50% et en fait de faire seulement la moitié des cours. Voilà ce qui s'est passé
en quelques semaines et en quelques mois. Et je pense que cette histoire, elle est connue, et puis même moi, j'ai tendance à l'oublier, vous voyez, je me mélange dans les dates, mais en fait, il faut la rappeler sans cesse, et se rappeler que d'autres institutions ont connu des conditions de travail et des conditions d'apprentissage très différentes. Alors, dans l'enquête qu'on a faite sur les 8 campus, on a aussi compris que beaucoup d'étudiants avaient traversé ces étapes à l'université dans une grande distance vis-à-vis des obligations scolaires et des apprentissages. Et on a 43% des étudiants qui ont reconnu dans le questionnaire avoir eu des difficultés à se discipliner pendant les confinements, à rendre des devoirs, à faire ce qui leur était demandé. Et nous-mêmes, on voyait bien quand on faisait nos distanciels, on n'arrivait pas vraiment à savoir ce qui se passait derrière l'écran. Alors tout le monde avait ses techniques pour essayer de vérifier que ça marchait à peu près bien, mais bien sûr c'était très rudimentaire. Et pourtant, malgré cette dégradation brutale et profonde des conditions d'enseignement et d'études à l'université, l'hécatombe annoncée n'a pas eu lieu. Entre 2019 et 2020, la présence aux examens n'a pas faibli et la réussite a même progressé de manière inédite. En licence, le taux de passage en seconde année des bacheliers de 2019 a augmenté de 8 points après le confinement de 2020. Quand 46% des bacheliers de 2018 validaient leur première année en 2019, c'était 54% en 2020. Alors, bien sûr, au printemps 2020, les étudiants de licence ont étudié dans de moins bonnes conditions, mais paradoxalement, ils ont mieux réussi. Et l'année suivante, les conditions d'études sont restées relativement dégradées, mais les taux de réussite, eux, ont diminué. La thèse qu'on défend dans le livre, c'est que la crise sanitaire et sa gestion au sein des universités françaises n'ont fait que révéler et accentuer un nouveau régime de sélection scolaire. Jamais la France et son système scolaire n'ont autant diplômé. On arrive aujourd'hui vraiment aux 80% d'une classe d'âge au bac. Et pourtant, jamais la France et son système scolaire n'ont transmis aussi inégalement les savoirs scolaires. Compte tenu de la position un peu particulière des universités, c'est-à-dire centrale dans l'enseignement supérieur, c'est dans les premiers cycles que ce paradoxe est le plus palpable, et c'est dans certaines disciplines en fait, des premiers cycles que ce paradoxe résonne à plein. D'un côté, on assiste à une banalisation des études universitaires, on y revient dans le deuxième chapitre. Les classes populaires se sont relativement saisies aujourd'hui de l'enjeu scolaire, au point que dès qu'ils sont bacheliers, ils envisagent un bac plus 3, pour les 3 quarts d'entre eux. Donc on peut dire qu'il y a eu une vraie appropriation de la part des familles ouvrières, des familles d'employés, des études universitaires. Donc il ne s'exclut plus à l'avance des études universitaires. Le seul lieu dont il s'exclut a priori, ce sont bien sûr les classes prépa et les grandes écoles. Mais de l'autre, sans réduction des disparités d'acquisition et à moyens dégradés d'enseignement, on assiste aussi à une tolérance nouvelle, bon gré mal gré, à une fragilité des aptitudes scolaires des étudiants. Tout se passe comme si l'université était condamnée, pour une partie des étudiants, à ne leur garantir qu'une socialisation intellectuelle dégradée, en dépit d'une mobilisation importante des personnels, tant sur le plan administratif que pédagogique. Parmi les bacheliers et bachelières d'origine populaire arrivant à l'université, les étudiants aux acquis solides cohabitent désormais de façon relativement importante avec des étudiants qui s'accrochent tant bien que mal, malgré des difficultés scolaires et cognitives persistantes. Et donc c'est dans cette configuration sociale, qui date du début des années 2000, et scolaire, qu'il faut replacer Parcoursup. Alors dans un article qu'on va sans doute publier le mois prochain, qui s'intitulera sans doute « De quoi Parcoursup est-il le nom ?», on essaye de revenir sur ce qui se passe avec Parcoursup. Alors bien sûr, il y a une lecture politique à faire de Parcoursup. Elle a été faite par bon nombre d'organisations étudiantes, par la France Insoumise. Parcoursup a été dénoncé dès son installation comme l'instauration d'une sélection. Et Parcoursup a révélé très tôt, dès 2018, de gros ratés. Vous voyez, en 2018, au mois de juillet, on avait déjà ces fameux 100 000 bacheliers qui étaient sans affectation. Alors il faut bien avoir en tête que sans affectation, ça veut dire ne pas connaître sa discipline, ne pas connaître son établissement et ne pas connaître sa ville dans laquelle on va étudier moins de 8 semaines après. Donc ça c'est vrai que c'est un point non négociable. Dans le livre, on revient là-dessus, il faut supprimer Parcoursup. Et pourtant, je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, si on supprime Parcoursup, dans l'état actuel de l'université, les dispositifs vont rester en fait. Alors pour de nombreux enseignants du supérieur, le refus, il faut revenir sur ce refus de sélectionner à l'université. Ce refus, pour bon nombre d'entre nous, il est l'héritage des luttes étudiantes et des combats politiques qui ont marqué la décennie des années 60 et surtout 70. Et il s'est marqué par un article dans le Code de l'éducation, qui est l'article L612-3, qui indique que le premier cycle de l'université est ouvert à tous les titulaires de baccalauréat. C'est ça qui garantit aujourd'hui, c'est cet article précisément qui garantit que tout le monde a le droit de venir à l'université. Malgré tout, l'université est une institution qui regroupe des formations très diverses. Et parmi eux, vous avez des formations qui très tôt ont eu la hantise du nombre. Il faut se rappeler
que les facs de santé, médecine en premier, ont obtenu le numerus clausus en 1971, c'est-à-dire 3 ans après mai 68. Et puis petit à petit, au gré des années, à l'université se sont institués des dispositifs de sélection explicite des étudiants. Dans les années 70, c'était autour des diplômes professionnels qui n'existent plus aujourd'hui, qu'on appelait, peut-être certains s'en souviennent, les MST, les MSG, les DESS, les DEA, qui nous permettaient à nous, universitaires, de sélectionner les étudiants à l'entrée. Puis, dans les années 90 et au début des années 2000, une université tout entière a eu le droit de sélectionner ses étudiants et d'appliquer des tarifs préférentiels à ses étudiants, l'université de Paris-Dauphine. Puis, sous le gouvernement Valls, on a eu le droit à nouveau de sélectionner les étudiants en master, avec un droit complètement paradoxal qui autorisait tous les étudiants à avoir droit à un master, mais pas dans la discipline où ils voulaient. Petit à petit, en fait, cette idée de sélection des publics universitaires, elle s'est imposée et diffusée de façon larvée dans toute l'université. Et alors, le gouvernement Philippe, prenant prétexte de l'illégalité des tirages au sort de Parcoursup, instaure Parcoursup en 2018. Les premières limites, on les connaît tous, elles sont encore visibles. On est 5 ans après, il y a encore toujours 100 000 bacheliers qui se retrouvent sans affectation au début de l'été. Mais il y a des choses à retenir. On sait qu'aujourd'hui, on a fait un petit dénombrement et je remercie les collègues qui nous ont passé les données. Il y avait quelques licences sous APB qui pratiquaient des tirages au sort illégaux, mais qui les pratiquaient quand même. Il s'agissait essentiellement de licences de STAPS ou de psychologie. On en comptait une centaine. Au moment d'APB, c'est-à-dire entre 2016 et 2018, il y a 100 licences en France, une grosse centaine, qui sélectionnent de façon illégale leur public. Aujourd'hui, enfin en tout cas en 2021, on a 773 licences qui n'ont retenu au plus que la moitié des candidatures et elles représentent un quart des licences proposées sur Parcoursup. Donc vous voyez que Parcoursup, il a véritablement permis d'organiser la sélection. Ensuite, il faut reconnaître aussi que l'effet de Parcoursup, c'est d'instaurer cette incertitude stressante pour plusieurs mois. En fait, on a découvert carrément depuis 2-3 ans, en discutant avec les collègues et en préparant l'ouvrage, que réussir son Parcoursup, aujourd'hui pour les terminales, c'est limite plus important qu'avoir son bac, en fait. Et que c'est ça qui compte. Mais, en fait, le livre revient sur ce point essentiel. Il ne faut pas oublier que la généralisation de l'entrée, de la sélection à l'entrée des formations universitaires tient largement au fait que les politiques d'éducation françaises ont renoncé à égaliser les destins scolaires entre les classes sociales. Derrière le pilotage de la politique éducative par des grands taux de diplômés, 80% au bac, 50% à la licence, se cache en fait une fracture scolaire inédite en France. Quelles que soient les enquêtes, qu'elles soient internationales ou nationales, on sait aujourd'hui que les acquis en lecture, en orthographe ou en grammaire, mais aussi en calcul et en sciences, sont plus faibles qu'hier. Je ne prends qu'un exemple. À la même dictée de 85 mots, 46% des élèves de CM2 faisaient plus de 15 erreurs en 2007. Ils étaient seulement un quart en 1987. En 2017, seuls 37% des élèves de CM2 réussissent les divisions, proposées les mêmes, contre 75% en 87. Le système éducatif français n'a jamais comblé les écarts d'apprentissage entre les classes sociales. Désormais, on sait aussi qu'il creuse les performances scolaires au cours du parcours scolaire. C'est-à-dire que moi, en tant que sociologue, à niveau scolaire donné en 6e, j'ai de plus en plus de mal à déterminer le niveau scolaire en terminale, parce que le système scolaire les creuse. Et donc du coup, on a beaucoup de collègues qui nous répondent « mais à quoi bon accueillir pour y conduire en fait ?» Puisque le niveau est si disparate, on n'arrive plus à le gérer. Et dans ce contexte, il faut comprendre aussi que pour des collègues, je comprends que ce soit un peu dur à entendre, mais que l'extension de la sélection est vue non pas tant comme une réponse idéologique, mais comme une réponse pratique à un problème d'inégalité scolaire et à cette épineuse question du niveau scolaire et des acquis scolaires parmi les étudiants. Alors bien sûr, les universités et les enseignants des universités font une expérience très inégale des écarts d'acquisition des étudiants en fonction des filières. Mais c'est bien parce que nombre d'entre nous n'ont jamais été pris à ce point dans les contradictions entre l'élitisme républicain et les ratés de la démocratisation scolaire que la sélection s'est aujourd'hui imposée, d'abord à bas bruit, puis de façon totalement légitime, on pourrait dire par le droit avec Parcoursup. Dans une telle configuration, la critique politique actuelle de Parcoursup est essentielle, mais elle a aussi un goût d'inachevé. Et dans le livre, on fait une série de propositions politiques pour essayer d'envisager un monde qui soit sans Parcoursup, mais qui propose une véritable démocratisation scolaire. Il faut prendre en charge politiquement la question des mécanismes de formation scolaire, de tout ce qui fait qu'au cours du parcours scolaire, on n'apprend pas, on apprend mal, on n'apprend pas de la bonne façon, et qui génère aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, dans le livre, des ruptures universitaires. Il y a une vraie faiblesse, je le dis
à des amis, mais je le dis quand même, de la réflexion à gauche, d'un contre-projet à ce projet libéral très déstabilisateur. On est très fort pour critiquer le storytelling du monde des meilleurs qu'on nous propose à l'université, mais j'avoue qu'à gauche, on attend encore d'avoir un programme politique qui nous permette de répondre précisément à quelle école on propose aux enfants d'ouvriers et d'employés pour le XXIe siècle. J'ai pas fini, je termine, je suis désolé, mais... Du coup, de quoi Parcoursup est le nom? Parcoursup institue en fait les ratés du système éducatif français en principe de fonctionnement. Voilà de quoi Parcoursup est le nom, pour répondre à la question. Et donc il a toutes les chances de survivre à sa disparition si on ne fait que l'enlever en fait. Parcoursup repose précisément sur l'accroissement des inégalités d'apprentissage entre les classes sociales, qu'il propose de gérer par une très très forte hiérarchisation des études supérieures entre les licences premium et les licences low cost. Dès lors, que faire? Alors, je ne vais pas livrer tout ce qu'on propose, on revient évidemment sur le CIR. Je spoile pas le livre en disant qu'on a un deuxième levier de financement, c'est le programme d'investissement d'avenir, qui a été essentiellement attribué à des universités qui accueillent les étudiants les plus sélectionnés. Là aussi, c'est à peu près 7 milliards. Nous, je vais faire 2 points qui sont importants pour nous. D'une part, il nous semble qu'un projet politique progressiste pour l'université et pour l'école doit replacer la question de formation intellectuelle, de la transmission des savoirs au cœur du projet. On ne plaide pas du tout dans le livre pour un droit à tenter sa chance. Nous, on plaide pour un droit effectif à la réussite universitaire et à la démocratisation scolaire. Alors juste un chiffre parce que c'est important d'avoir cette donnée en tête parce qu'elle est sujet à des débats. On a été ceux avec Tristan qui se sont fortement opposés à la ministre, enfin l'ancienne ministre, quand elle a annoncé les taux d'échec en licence. On en a fait un article dans une revue scientifique et nous on avançait le chiffre de 60% de réussite en licence, mais non pas 60% d'échec. Dans nos calculs, et ce qu'on reprend des chiffres du ministère, c'est que 28% des étudiants entrés en licence rompent avec leurs études sans obtenir le moindre diplôme de l'enseignement supérieur au bout de 7 ans. Bien sûr, ce chiffre est une moyenne. Ça veut dire que pour les enfants d'ouvriers, c'est beaucoup plus et encore plus pour les enfants d'employés. Quelques-uns ont des bac plus 2. Ils sont 9%. Donc autant vous dire que le discours sur « aujourd'hui l'université c'est des réorientations », il est en partie infondé, c'est marginal ces réorientations. Quand on échoue à l'université dans les premières années, on n'échoue pas d'un coup, ça prend du temps, eh bien il y en a 28% qui n'ont aucun diplôme 7 ans après. Alors bien sûr, on peut nous dire il y a une constante macabre, ça a été le cas dans les années 70, il y avait beaucoup d'échecs. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'échec à l'université et les ruptures universitaires auxquelles on insiste nous en tant qu'enseignants n'ont rien à voir avec les ruptures universitaires des années 70 et 90. D'une part, elles se déroulent dans un contexte de concurrence accrue pour accéder aux emplois qualifiés. Donc autant vous dire que vous présentez aujourd'hui sur le marché du travail avec 1 an d'études non diplômées, c'est pas le même signal que dans les années 70. Et d'autre part, il faut aussi le reconnaître, ces étudiants sont aujourd'hui non diplômés, alors même que jamais on a autant créé des règles pour diplômer les étudiants. Depuis les années 90, on a créé des systèmes de compensation qui ont participé à élaborer ce nouveau système, ce nouveau régime de sélection scolaire. La deuxième priorité pour laquelle on plaide, c'est de garantir aux étudiants, notamment des classes populaires, les moyens matériels d'apprendre et d'étudier. Il faut toujours rappeler, des fois on a l'impression qu'on oublie qu'on est à l'université pour apprendre et pour étudier. Nous, on a réussi à trouver que 30% des familles populaires jugent que leurs revenus sont trop insuffisants pour garantir les poursuites d'études de leurs enfants, alors que c'est seulement 4% dans les classes moyennes et dans les classes supérieures. Donc je vous laisse entrevoir ce que nécessite les craintes que suscitent les choix d'orientation dans l'enseignement supérieur quand on vient d'une famille d'ouvriers. Et en comptant à la fois l'aide financière directe, les achats réalisés et l'éventuelle aide pour le loyer, l'aide moyenne fournie par les ménages de parents qui ont un enfant en cours d'études s'élève à 5 170 € par an en 2014. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'inflation, on est à un peu plus de 5 500 €. C'est un budget qui est hors de portée pour la moindre famille qui a un ouvrier ou une employée. 5 500 € par an. Donc il faut vraiment garantir des ressources matérielles pour pouvoir étudier. Je termine enfin en disant que dans les années 2010, les données du ministère estiment que les stages aussi ont concerné de plus en plus d'étudiants. On est à peu près à 63% d'étudiants qui déclarent une durée de stage au moins égale à 2 mois, mais que parmi ces stages, seule la moitié donne droit à une gratification inférieure à 400 €. Et je pense qu'il y a là aussi un vecteur important pour les législateurs. Je vous remercie.
Merci beaucoup également pour l'invitation. Je me représente juste rapidement pour ceux qui sont arrivés peut-être un petit peu après. Donc, Éléonore Schmitt, moi je suis secrétaire nationale du coup de l'organisation étudiante L'Alternative. Je ne sais pas si on m'entend bien, j'essaierai de parler un peu plus fort sinon. Moi ce que je voulais faire c'était déjà revenir sur un petit bilan rapide du quinquennat Macron le premier quinquennat qui vient de s'écouler, et revenir sur les luttes qu'on va avoir à mener dans les semaines à venir, en essayant du coup de dresser des pistes de mobilisation en commun, et en essayant aussi d'ouvrir un petit peu la perspective après le constat qu'on vient d'avoir grâce à Cédric. Donc pour commencer, un rapide bilan qu'on peut faire, c'est que Macron il a mené une politique anti-jeunes pendant 5 ans. Ça a commencé par les 15 milliards d'économies qu'il a fait sur le dos des plus précaires d'entre nous, avec donc la baisse des APL en 2017. Et puis je vais revenir après plus en détail là-dessus, mais les 5 ans qu'on vient de vivre en tant qu'étudiants, ils ont été marqués par un recul de nos droits. Ça a été marqué par un grand chelem avec la loi ERE, la loi Bienvenue en France, et la loi de programmation de la recherche. Et puis c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais ces réformes, on sait qu'elles sont pas finies. Macron, il n'a pas épuisé encore toutes les pistes de son projet pour l'enseignement supérieur. On a encore eu la preuve hier avec Sylvie Retailleau, qui devant les présidents d'université a appelé à accroître l'autonomie des universités, à la renforcer. Ou encore, on peut penser à Emmanuel Macron qui, il y a quelques mois, annonçait ce qui n'est rien d'autre qu'à terme une hausse généralisée des frais d'inscription. Comme je viens de le dire, Macron, on le sait, c'est le président de la méritocratie, c'est le président des prêts étudiants, de la reproduction sociale, de la sélection et de la libéralisation de l'enseignement supérieur. Le sujet de la démolition de l'université, il est vaste, et c'est pour ça que je vais me concentrer moi sur 2 points, qui sont des sujets qui reviennent chaque année finalement à l'approche de la rentrée, c'est la précarité et la sélection. Au sujet de la sélection, je vais commencer par Parcoursup. Il faut le rappeler, comme l'a dit Cédric, c'est 100 000 étudiants qui se retrouvent là cette année sans affectation, et chaque année c'est plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui se retrouvent mis de côté. Et maintenant, alors que la ministre elle avait promis la création de 4000 places à la rentrée sans qu'aucune ne soit ouverte au final, et que pire, même des centaines aient été supprimées, on apprend que pour la rentrée prochaine, le gouvernement veut mettre en place Parcoursup Master. On voit là la stratégie habituelle. Pendant des années, on sous-finance l'enseignement supérieur, on refuse de créer de nouvelles places en master et en licence, malgré l'augmentation continue du nombre d'étudiants. Et du coup, maintenant, on va nous expliquer que la seule solution pour faire face à cette situation, c'est la sélection, et que le meilleur moyen de faire de la sélection, c'est de créer du coup une plateforme qui aura les mêmes effets délétères que ça a eu du coup pour l'entrée en licence. Il y a eu des discussions récentes avec le ministère sur le sujet, et lors de ces discussions, l'Alternative du coup, que je représente a été la seule organisation étudiante à se prononcer de façon claire contre la transformation de la plateforme Trouver mon master a été contre du coup cette transformation de la plateforme en une plateforme de sélection, parce que bien que le gouvernement nous dise le contraire, on sait que c'est les mêmes même s'il n'y aura pas d'algorithme, on sait que ça va être la même chose. On sait déjà que c'est le même prestataire d'ailleurs que pour Parcoursup, et si légitimement du coup on pourrait penser qu'une plateforme nationale elle va rien changer en termes de sélection et va uniquement simplifier nos démarches, là on va essayer un petit peu de décrypter et de rappeler différents éléments qui nous placent nous en opposition avec sa mise en place. Déjà, il est important du coup de revenir en arrière, de revenir en 2016 avec une loi qui avait été présentée aux syndicats étudiants à l'époque comme la consécration du droit à la poursuite d'études. 6 ans après, personne ne peut douter que c'est surtout la consécration de la sélection en master qui a été généralisée, et ceci sans aucune augmentation du nombre de places. Si la mise en place d'une plateforme nationale de sélection, elle nous est présentée comme un ajustement technique aujourd'hui, et comme si elle était neutre politiquement, on n'est pas dupe, et on sait que ça va ancrer encore plus la sélection dans le marbre et rendre plus difficile nos actions militantes, établissement par établissement également, pour permettre l'inscription des 100 masters. Concrètement, rien ne permet aujourd'hui de garantir que cette plateforme elle améliore l'accès en master. Car si elle simplifiera la manière d'effectuer les demandes, tout semble indiquer qu'elle reproduira le fonctionnement de Parcoursup avec un long temps d'attente avant d'avoir une réponse positive pour la majorité des candidats. Ainsi, on diminue d'un côté le stress inhérent en démarche de candidature pour l'augmenter finalement par rapport au temps de réponse des établissements. Le troisième point, c'est que la plateforme elle va nécessairement augmenter la sélection en gravant dans le marbre le principe de sursélection, en autorisant explicitement les établissements à demander un nombre illimité de documents pour sélectionner les étudiants. De l'autre, en diminuant le nombre de candidatures possibles. Aujourd'hui, nous pouvons candidater dans autant de masters que nous le souhaitons, et avec cette plateforme, le ministère il a d'ores et déjà indiqué que ça ne serait pas le cas. Alors que déjà aujourd'hui des étudiants ne rentrent pas en master malgré un nombre de candidatures supérieur à 50 ou 60 dans certaines filières, notamment en droit, qui peut croire aujourd'hui que via cette plateforme, avec un nombre réduit de candidatures, la situation elle sera meilleure?
Le quatrième point, et donc le dernier, c'est que je veux rappeler qu'accepter la plateforme nationale de sélection au nom de la simplification des démarches, finalement ça revient à faire le jeu du gouvernement. Personne ne peut nier le fait qu'il n'est pas acceptable de devoir faire autant de candidatures différentes à l'heure actuelle et que multiplier les dossiers de candidature, effectivement, ça représente une certaine charge pour l'étudiant. Mais si cela est devenu une problématique si importante, c'est justement à cause de la mise en place de la sélection en 2016. Avant cette loi, une sélection illégale mais pourtant assez commune existait déjà à l'entrée du M2 et pourtant les étudiants n'étaient pas aussi contraints qu'aujourd'hui à multiplier le nombre de candidatures. Donc accepter la mise en place de cette plateforme, c'est acter la mise en place irréversible de la sélection en master et refuser d'inverser la tendance en mettant le ministère face à ses responsabilités. Nous, par rapport à ça, bien sûr, on revendique la fin de toute sélection à l'entrée de l'université et surtout un investissement massif dans l'enseignement supérieur. On a estimé, nous, à 150 000 places, le nombre de places qui manquaient pour pouvoir accueillir tout le monde, que ce soit en licence ou en master. Le deuxième sujet, ça va être celui de la précarité. Comme ça a été rappelé du coup juste avant aussi par rapport à la crise sanitaire, ces 5 dernières années, elles ont été marquées par une explosion de la précarité étudiante qui a été donc surtout médiatisée et visibilisée pendant la crise. Cette précarité étudiante, elle a également des conséquences en matière de santé. On sait qu'il y a 2 étudiants sur 3 qui se disent en situation de mal-être. On sait qu'il y a un tiers d'entre eux qui n'ont pas recours aux soins pour faute de moyens. Et on sait qu'une majorité d'entre les étudiants, sautent régulièrement des repas pour faire des économies. Pendant 5 ans, il y a une ministre qui nous a promis une réforme des bourses sans qu'aucune concertation ne débute sur le sujet. Cette réforme des bourses, on l'a demandé et revendiquée pour plusieurs points, parce qu'aujourd'hui, il est évident qu'il faut refondre totalement notre système. Il y a 3/4 des étudiants qui sont exclus de ces systèmes de bourses, parce qu'il est calculé sur le revenu des parents, et aussi parce que le montant maximum de bourse aujourd'hui, il est situé à 500 € en dessous du seuil de pauvreté, et que c'est pas tolérable de laisser la jeunesse dans une telle précarité. Dans ce contexte, le projet de réforme des bourses, il a été remis sur la table là, à la rentrée, avec donc des négociations qui devraient commencer dès la première quinzaine de septembre, et une ministre qui assume clairement la ligne du gouvernement d'aller à contresens des aspirations de la jeunesse. Sans trop rentrer dans les détails non plus, mais pour vous donner quand même certaines pistes et certaines clés pour vous mobiliser, je vais essayer de revenir un petit peu sur la réforme et essayer de la décrypter. Donc le premier point, je l'évoquais déjà au début, mais donc le président candidat Macron en janvier, il tenait des discours assez flous donc sur une possible hausse des frais d'inscription à l'université, sur le modèle anglais où donc on a des frais d'inscription qui peuvent aller jusqu'à 9 000 livres. Plus tard, il a essayé de rattraper la polémique, et il disait alors finalement qu'on allait aider parfois de manière peu pertinente des étudiants qui n'en auraient peut-être pas tant besoin que ça. Si on traduit un peu le macronisme, ça veut dire qu'on a un système de bourse du coup, qui a évolué ces dernières années en ouvrant les aides à de nouveaux étudiants, notamment issus des classes moyennes. Donc ça, c'est l'échelon 0 bis et l'échelon 1, et c'est là où aujourd'hui, c'est là où les échelons où il y a le plus d'étudiants boursiers qui sont concentrés. Et en fait, concrètement, ce que pourrait faire Macron, du coup, ce serait supprimer ces échelons-là pour pouvoir faire des économies. Et donc, il y a un risque que Sylvie Retailleau, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, supprime ces bourses à ses étudiants. En prétextant par exemple que ce serait donc pour augmenter les bourses des échelons les plus élevés, mais on sait que c'est simplement pour faire des économies. Deuxième point, l'autre projet de Macron qu'il a explicité durant sa campagne d'entre-deux tours, c'est celui de la fusion des APL avec les bourses. Ici, comme je l'ai dit avant, on sait que les APL, quand elles ont été baissées en 2017, ça a enfoncé encore plus les étudiants dans la précarité. Donc on sait très bien que si fusion il y a, c'est les étudiants qui vont être perdants. Cette fusion, par exemple, elle permettrait donc de réaliser d'importantes économies au gouvernement, puisque ça permettrait de garder seulement les bourses qui touchent seulement donc un quart des étudiants, comme je l'ai dit avant, et donc ça ferait qu'il y aurait toute une partie des étudiants qui touchent aujourd'hui les APL qui seraient exclus de ce nouveau système de bourse, et surtout il y aurait tous les étudiants étrangers qui en seraient également exclus parce que pour le moment ils ne touchent aucune aide de la part ils ne touchent aucune bourse sur critères sociaux. La troisième information qu'on a aujourd'hui, elle nous provient de la ministre Sylvie Retailleau elle-même, qui a insisté de nombreuses fois sur son attachement à la mise en place de droits et de devoirs de l'étudiant. Ça peut se traduire par l'instauration de critères méritocratiques, par exemple, comme le fait de ne pas avoir la possibilité de redoubler, ce qui existe actuellement dans certains pays. Ou alors ça peut se traduire par l'instauration d'un modèle en plus qu'elle revendique, qui est celui du contrat d'engagement jeune. Ce contrat d'engagement jeune, je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, mais c'est un contrat qui permet en gros de reverser une somme modique bien inférieure à tout autre minima sociaux aux jeunes en échange d'un certain nombre d'heures d'activité minimum.
Ça, c'est quelque chose que proposent concrètement les jeunes avec Macron. Et c'est donc ni plus ni moins qu'une incitation au salariat étudiant, alors qu'on sait bien que le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec en licence, et que le salariat étudiant, ça concerne un étudiant sur 2 aujourd'hui. Enfin, le 4e point de cette réforme, c'est qu'il est évident aujourd'hui que l'enseignement supérieur, il a un coût quand on est étudiant. Et on sait que Macron, il est favorable à la massification des prêts étudiants. On a notamment Stanislas Guérini qui a dit qu'il était pour la massification des parcs, donc les prêts à remboursement contingent. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est sur le modèle de l'Angleterre, donc c'est des choses qui existent vraiment déjà ailleurs. Et on sait que le seul effet que ça a, c'est un effet qui est spéculatif et qui est dangereux à la fois pour l'économie et pour les étudiants. En bref, et pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir là, c'est qu'aujourd'hui on a 2 visions qui se confrontent radicalement. D'un côté, la libéralisation de l'enseignement supérieur qui est proposée donc par Macron et Retailleau, contre lequel nous on porte la nécessaire démocratisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Face à ça, c'est notre rôle du coup d'assumer notre opposition frontale au gouvernement entre ceux qui voudront baisser les bourses et ceux qui voudront la rupture et l'allocation d'autonomie pour éradiquer le salariat étudiant et la précarité et permettre à toute une génération de uniquement pouvoir se concentrer sur leur formation, de pouvoir s'émanciper et donc acquérir le plus haut niveau de connaissances et de compétences possible pour pouvoir mener la bifurcation écologique dont notre pays a tant besoin aujourd'hui. Pour reprendre un certain slogan, puisqu'on est ici aux amphis, oui, notre université est possible, mais pour ça, il va être nécessaire de construire le rapport de force. Et ce rapport de force-là, ça va forcément passer par le besoin d'unité d'action au sein du mouvement étudiant d'une part, mais aussi au sein du mouvement social de manière générale avec les syndicats professionnels. Il y a énormément de réformes à aborder, donc c'est compliqué là, de tout faire dans une intervention. J'ai beaucoup parlé des étudiants, mais la précarité, la marchandisation du savoir et les inégalités, finalement ça touche aussi tout le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment les plus précaires, avec qui du coup nous, en tout cas à l'alternative, on essaye de créer des cadres de discussion et d'action commune. Vous l'aurez bien compris, du coup, on a une rentrée sociale bien chargée qui arrive, des étudiants qui n'en peuvent plus et un gouvernement qui ne peut plus. Alors notre objectif maintenant, c'est de le mettre en échec. On s'est positionné clairement sur le fait que de notre côté, on souhaitait la possibilité qu'une marche commune aux partis politiques et aux syndicats, dite donc la marche contre la vie chère, ait lieu en octobre, et que ce soit pour nous sur les facs la première date de mobilisation étudiante. Mais en tout cas, il est sûr qu'on aura besoin de nous mobiliser ensemble pour en finir avec la démolition de l'université et de la recherche. Et là, ouais. Alors merci à tous les intervenants d'abord d'avoir respecté le temps de parole. Déjà, c'est une première réussite. Il y a pas mal de mains levées. On va essayer de s'organiser parce qu'il faudrait que vous veniez plutôt devant à poser votre question. Donc on va essayer de faire un homme, une femme, un homme. Aussi. Ou par rangée, ouais. Je vais commencer plutôt par derrière à ce moment-là. Ouais, on va pas voir tout le monde, on est désélectionné. La grande question. Alors, si vous voulez bien, faire en sorte qu'elle soit relativement courte aussi. Voilà. Donc, on va commencer par vous. Vous, puis vous, puis vous, puis vous. Si vous voulez bien venir les poser. Ouais, il faut carrément se mettre debout, sinon. Et il y a une. Voilà. Et mettez-vous derrière. On fait une première série. Il faudra venir après. Ouais. Une première série, on a un peu de temps, hein, on a une demi-heure, donc ça va le faire. Si vous pouvez, ça fait un homme, une femme comme ça, je vous mets. Voilà. Je fais 5 questions et après on refait une file. Voilà. Désolé, c'est un peu. Voilà, je vous passe le micro. Bonjour, merci d'être là. Ma question est très rapide. Vu toutes les destructions dont vous avez parlé et qu'on a tous vues depuis une vingtaine d'années en fait, à combien de temps et avec quels moyens pensez-vous qu'on pourrait revenir à une université et à une recherche en bon état ? Bonjour.
Donc j'ai 2 questions, mais très courtes. Ma première, c'est de savoir, donc je suis chercheuse au CNRS, et donc j'ai un gros problème sur les moyens d'action et de mobilisation qu'on peut utiliser pour faire changer les choses en attendant un changement politique, parce que on est éclaté entre le CNRS, l'INRA, l'INSERM, ainsi de suite, et l'université d'un côté, éclaté dans la France, et de manière assez ironique, quand j'étais en Angleterre en postdoc, où la situation est bien pire, on a réussi à avoir des combats syndicaux avec des gains assez impressionnants que je n'arrive pas à retrouver depuis que je suis rentrée en France. Et ma deuxième question, qui est plutôt par rapport aux bourses pour les étudiants, qui serait plutôt la partie de la bourse avec une exonération des frais d'inscription, pour savoir s'il serait possible de demander à l'étendre aux étudiants qui sont des étudiants en thèse, qui pour le moment payent l'inscription à la fac, et c'est une très très grosse part de leur bourse, enfin de leur revenu en fait. Bonjour à tous. Moi, j'avais des questions concernant la mobilisation étudiante. Donc, ça va concerner à la fois Éléonore et à la fois Monsieur le député. Nous, à la fac, on subit une très forte répression, notamment les milieux syndicaux et les milieux engagés. Et ça allait en s'accentuant. Pour prendre des exemples que je connais bien, l'occupation de la Sorbonne, ça a été le siège par les CRS et par la police de la Sorbonne qui n'était plus accessible. Ça a été la mise en garde, ça a été la séquestration d'une 40aine d'étudiants à la fin de l'occupation. Ça a été le gazage de tout le monde. Ça a été des matraquages. Ça a été des mises en garde à vue aussi. Et ça a été aussi le fait que pendant plusieurs mois, la Sorbonne n'était plus accessible que sur rendez-vous. Deuxième exemple auquel j'ai participé aussi, ça a été la lutte des sans-fac à Nanterre. Lutte des sans-fac qu'on a menée contre une présidence de gauche, je tiens à le préciser, monsieur Philippe Gervais-Lamboni, qui se dit géographe, marxiste, contre les inégalités sociales. Il a payé 500 000, il a mis en place, il a payé plus de 500 000 € de surbudget pour des milices, pour des vigiles en plus et pour de la protection policière en plus. Ça a été de la répression syndicale, ça a été des militants syndicaux qui ne pouvaient plus accéder à leurs partiels, qui ont été mis sous pression, qui ne pouvaient plus accéder à leurs locaux. Ça a été des mises en demeure, ça a été. Il faut savoir aussi que dans les dossiers des sans-fac, il y a des étudiants concernés qui sont des étudiants étrangers que s'ils n'ont pas leur inscription ou s'ils ont des parcours tronqués, ils peuvent se voir refuser leur titre de séjour et donc ils sont menacés d'OQTF. Voilà, donc ma question c'est comment on met en place une mobilisation étudiante malgré cette forte répression policière et comment aussi on peut faire en sorte que, et là ça parle plus à parler pour la NUP, mais comment on peut mettre au banc un peu les présidents même de gauche qui pourtant appliquent les réformes du gouvernement et appliquent des réformes néolibérales à l'université. Merci. Je vais parler très rapidement parce que j'ai peur que ça soit long. Donc, il y a quelques mois, j'ai été amenée à écrire un article. Je vais vous dire... comme ça ? Ok. Donc, il y a quelques mois, j'ai été amenée à écrire... Alors, il y a quelques mois, j'ai été amenée à écrire un article. Je vais vous lire le titre, The Commodification of Higher Education from the United Kingdom to Lebanon, Cases of Academic Challenges that Unveil Underlying Political Tragedies. Pas du tout parce que je suis spécialiste, mais je vais vous dire pourquoi. Les 2 raisons. Parce que je suis doctorante en archéologie en Angleterre. Et donc, les universités sont semi-privatisées en Angleterre. Elles ont des subventions de l'État en étant privés. Et l'année dernière, ils ont annoncé le financement seulement de ce qu'ils appellent les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et du coup, ils ont coupé le financement des sciences humaines, notamment de l'archéologie. Et du coup, plein de départements d'archéologie ont été fermés, dont le mien à Sheffield. Donc, d'une part, ceci est ce qui m'a poussé à me pencher sur la question. Et d'autre part, parce que je milite aussi, par la France Insoumise en France, dans un parti libanais certainement d'opposition et de gauche, dans l'enseignement supérieur, où là, on a d'énormes difficultés depuis les années 90, où ils ont tellement libéralisé le système et autorisé l'ouverture de plein d'universités commerciales, en fait, que je suis désolée d'employer le terme que je déteste, le marché du travail. Donc, en fait, les diplômes ne correspondent plus du tout au marché du travail local et l'enseignement est devenu seulement un outil pour l'émigration des jeunes. On donne des diplômes pour qu'ils puissent travailler à l'étranger, envoyer de l'argent au Liban et faire nourrir le système bancaire.
notre seul système économique, quoi. Donc, à la suite de cet exercice, je suis sortie complètement tiraillée entre deux choses, parce que vous avez parlé que vous êtes contre la sélection, et je suis tout à fait d'accord, la sélection des étudiants, parce que comme je suis en Angleterre, je suis complètement dégoûtée. Si moi j'étais en première année de licence, j'aurais voulu quand même faire de l'archéologie, même si je n'ai pas été sélectionnée. Mais en même temps, en fait, avec ce qu'on voit au Liban, en fait, avec l'État est complètement désengagé en fait de la planification de l'enseignement supérieur, que là c'est devenu n'importe quoi. Donc elle est où en fait la limite entre ne pas vouloir sélectionner et quand même un petit engagement de l'État pour planifier l'enseignement supérieur? Donc c'est vraiment une question, parce que je suis tiraillée où mettre la limite. Merci. D'abord, je dis juste merci à ma camarade pour faire passer ce mot qui effectivement va pas être très loin pour moi. Alors moi, je suis doctorant également, pas en archéologie, en histoire médiévale. Je fais partie des quelques chanceux qui sont doctorants contractuels. Et vous le savez très bien, au sein du programme de la NUPES, on propose de défendre une allocation auprès de tous les étudiants de moins de 26 ans, donc pour les aider à lutter contre la précarité. Or, le problème, c'est que 26 ans, ça ne couvre pas tous les doctorants. Et de plus en plus, la sélection pour les doctorants se fait au travers des contrats doctoraux qui sont en sous-nombre très clair. Pour un contrat doctoral, on est en moyenne à 5 doctorants qui postulent dessus. Et derrière, ce qu'on nous dit, si vous n'avez pas un contrat doctoral, soit vous avez le moyen de vous autofinancer, ce qui, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre nous. Et sinon, c'est des thèses par le projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider ces étudiants qui se retrouvent donc dans des situations très précaires malgré le doctorat ? Bonjour, je voulais vous dire un petit peu, rebondir un petit peu ce que vous avez déjà dit. En fait, l'éducation nationale et les universités ont été décapitées depuis, par exemple, si on se rappelle d'Allègre qui avait dit qu'il allait dégraisser les mammouths. Ensuite, chaque ministre qui arrivait à ce niveau, il voulait laisser son nom à sa réformette, en mettant en échec les étudiants, les universitaires et la recherche. Par exemple, il y en avait un type de recherche qui s'appelait la question des diplômes qui ne sont pas ni tout à fait universitaires, ni tout à fait, comment ça s'appelle, du public, mais qui s'étaient enfoncés sur la question de la marchandisation, c'est-à-dire essayer de donner un diplôme de façon à que tu puisses être bien dans le marché du travail, mais avec un petit salaire, évidemment. Ensuite, ça a été la question de chaque étudiant qui a vu ses ressources diminuer et être obligé à travailler en même temps. Donc, c'est la crise totale dans l'enseignement en général. Voilà ce que je voulais... Merci. Merci, à vous. Ouais, je vais commencer, puis vous complétez. Alors, combien de temps ? Ça dépend à partir de quel moment on arrive au pouvoir. Parce que plus on perd de temps à arriver au pouvoir, plus ça va prendre de temps à remettre tout d'aplomb. Moi, j'ai envie de dire, pour la partie qui est la plus simple, c'est les moyens, la résorption de la précarité. Je pense que 2 quinquennats permettront de avoir de l'air, c'est-à-dire 10 ans. Je pense que si tu as une réponse en un chiffre, je te dirais 10 ans. Pour la question qui a été traitée par Cédric, c'est-à-dire la question plus à la fois pédagogie, le niveau des gens, etc. Là, par contre, c'est beaucoup plus problématique. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Je préférerais que toi, tu essaies d'y répondre. En tant qu'enseignant, moi, je suis pas enseignant. Je sais pas trop comment on remonte la pente quand on a l'ensemble ça va de la maternelle. Voilà. Donc, c'est compliqué.
Bon. Sur les moyens, comment en tant que CNRS, en tant que chercheuse, tu disais, on peut agir. D'abord, il ne faut quand même pas oublier qu'on a eu un mouvement des chercheurs, que moi j'ai connu quand j'étais doctorant, en 2003-2004, si je me souviens bien, qui a été un mouvement fort et qui a permis quand même d'aboutir à un certain nombre de choses, notamment de postes. Sous Chirac, on a eu quand même un très grand nombre de postes qui ont été ouverts. Donc on a réussi à se mobiliser à cette époque-là. Donc c'est pas impossible. D'autre part, je pense qu'il faut séparer deux types de mobilisation. Je pense qu'il faut être le plus combatif possible sur des tas de mobilisation sectorielle, sur un petit truc. Et là, je crois que les précaires doivent s'organiser entre eux pour vraiment obtenir les titularisations quand c'est possible au bout de 6 ans, pour obtenir des tas de choses concrètes, la revalorisation, les mêmes droits que les salariés, fonctionnaires, etc. Nous, on a eu une bataille sur les primes à l'INRAE où on a globalement, on a foutu un peu le wide et on a gagné quand même au moins le fait qu'ils me versaient la même prime à tout le monde au lieu de verser des primes complètement différenciées. Donc la meilleure façon de faire, c'est de s'organiser, de se syndiquer. Voilà, les syndicats sont encore présents dans l'université et la recherche. Et je pense qu'il y a moyen de gagner. Maintenant, je pense effectivement, tu pointes un problème. Contrairement aux cheminots ou même aux enseignants, on ne paralyse pas le pays. Sauf les enseignants-chercheurs. Alors se pose quand même la question de pourquoi il n'y a pas des mouvements de grève massifs chez les enseignants-chercheurs. J'ai jamais vraiment répondu à cette question. Il y a eu un mouvement de jeunes chercheurs quand même sur la LPR. C'était quelque chose, j'ai vu beaucoup de jeunes chercheurs, beaucoup de jeunes enseignants-chercheurs, je veux dire, sur la LPR qui se sont mobilisés, etc. Moi, j'invite mes collègues enseignants-chercheurs, c'est plus facile à dire, je ne suis pas enseignant-chercheur, mais à réellement être dans un droit de grève effective et du coup d'être dans une vraie avec les étudiants, quand les étudiants sont mobilisés, d'être vraiment avec eux et avec eux en étant en grève. Et en grève effective, c'est-à-dire en n'ayant pas cours. Mais c'est plus facile à dire quand on est dans l'extérieur du champ, je te laisserai répondre. Sur la question des post-doctorants, on a des doctorants et post-doctorants. En gros, on est pour la gratuité de l'université. C'est pas si cher que ça en fait. Donc je pense que c'est une mesure. Et il faut qu'on se bat sur idéologiquement sur cette mesure. Je crois que c'est important, la gratuité de l'université. Et à ce moment-là, elle sera gratuite pour toutes et tous. Et donc ça réglera une partie des problèmes. Et notamment pour les frais d'inscription pour les doctorants, ce qui est complètement délirant. Et pour les financements des doctorants, on a quand même un autre paradoxe, c'est qu'on n'arrête pas d'avoir des rapports nous disant qu'on n'a plus assez de doctorants, puisqu'on a une baisse structurelle du nombre de doctorants en France, qui est gravissime, parce que ça veut dire qu'il y a de moins en moins de jeunes qui font de la recherche, et donc même les ministères s'en affolent en disant ah là là, il y a une baisse du nombre de doctorants, et en même temps il suffit juste d'augmenter le nombre d'allocations doctorales, point barre, c'est pas plus compliqué que ça, donc il ne faut pas chercher à bricoler, on augmente massivement le nombre d'allocations doctorales. Ça me paraît simple. Sur la mobilisation étudiante, je pense qu'Éléonore pourra mieux répondre que moi, juste de la part d'un étudiant qui a occupé 2 facs. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que moi, mon point de vue, mais c'est peut-être un point de vue de vieux con, mais en gros, ce qui marche bien, c'est un travail de fond pendant des mois et des mois où on passe dans tous les amphis pour expliquer pourquoi il faut absolument se mobiliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc quand même entre la radicalisation et la massification, et il faut trouver le bon équilibre. Des fois, la radicalisation permet la massification, c'est-à-dire que tu occupes et soudainement ça massifie. J'ai connu ça à Avignon. On a occupé, finalement on a eu 1000 personnes dans les AG. Mais néanmoins, il faut que tu aies 1000 personnes dans une AG si tu veux mener la lutte jusqu'au bout. Donc ça veut dire que ça ne doit pas être que sur une seule fac, mais sur toutes les facs ensemble. Et si toutes les facs sont avec des AG de 1000 personnes et toutes les facs se mobilisent avec des occupations de fac, c'est comme les gilets jaunes, ils ne pourront pas vous envoyer les CRS. Ils n'ont pas les moyens physiques de vous envoyer les CRS dans ce moment-là. Les gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé. Quand tous les ronds-points sont pris, je vous rappelle quand même qu'il y a certaines gendarmeries, les flics se sont barrés en courant. Donc le rapport de force, la violence policière, elle existe, c'est un vrai problème, elle augmente, beaucoup plus qu'à mon époque, là je suis d'accord avec toi, mais face à la massification, ils ne font rien, jamais rien. Donc il faut la massification. Et ça veut dire travailler sur ce que disait Cédric. C'est-à-dire qu'il faut quand même travailler. On est contre, par exemple, la sélection, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'enseignants, ce n'est pas le cas de beaucoup d'étudiants. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire avec tous les étudiants. Alors si vous voulez, moi je suis disponible, on passe dans les facs, on fait des conférences avec des chercheurs, etc. pour expliquer pourquoi la sélection n'est pas la solution. Mais si tu veux, il y a un travail d'une bataille des idées avant d'aller faire ton occupation. Parce que sinon, si elle est minoritaire, oui, vous serez isolé. On sera là pour vous aider, mais vous serez isolé.
Sur l'international, je finirai juste sur l'international. Ta question est très intéressante. D'abord, je pense que c'est super important qu'on travaille mieux à l'international. On avait commencé à le faire avec le livret. On a créé un réseau, alors qui est un petit réseau que notre copine Sabine anime, d'universitaires, notamment d'Amérique latine, d'Angleterre. Moi, je connais pas mal de collègues au Canada. Il faut qu'on travaille là-dessus, à l'international, parce qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui se passe ailleurs. Bon. Sur ta question, c'est vraiment la question, c'est aussi la question que posait un peu Cédric, c'est-à-dire comment on fait quand même pour répondre aux besoins de la société. Donc moi, je refuse de rentrer dans une logique de compétences, mais néanmoins, on a besoin de plombiers, on a besoin de menuisiers, si on veut avoir une filière bois, etc. Pour l'instant, on a fait quelques pas dans programmatique que je vous engage à lire dans le plan pour les qualifications et les savoirs pour la planification écologique. Donc c'est un plan que j'ai co-rédigé avec d'autres collègues de la LFI pour le programme, et notamment on avance l'idée de centre polytechnique, dans lequel nous on défend les lycées professionnels à fond, et ensuite pour faire le lien avec l'université, de centre polytechnique. Moi on a un peu réfléchi sur la forêt, se dire que on a besoin de tous les métiers, il faudrait que tous ces métiers se retrouvent dans des centres polytechniques pour qu'il y ait des passerelles à tous les niveaux, et que des gens de CAP puissent être en contact, y compris avec des chercheurs qui font les cours aussi à l'université sur ces questions-là, et avec des centres polytechniques, et ça nécessite aussi la revalorisation de ces métiers techniques. Mais il y a une vraie réflexion de ça, mais cette réflexion, à mon avis, la solution, c'est pas le diplôme qui correspond à l'entreprise Total qui fait, et là ils sont en train de reprendre la main. Les entreprises privées reprennent la main sur tous les lycées professionnels dans l'agroalimentaire, c'est une catastrophe. Et ça veut dire que c'est les grandes boîtes, Monsanto, etc., qui vont faire les formations des lycées pro. Imaginez la catastrophe que c'est si on veut faire une planification écologique. Et c'est pas la solution, parce qu'en réalité, les techniques évoluent tellement vite qu'on n'a pas intérêt à être formé juste par... il faut que c'est des intervenants du monde professionnel, mais il faut qu'on ait des qualifications fondamentales qui nous permettent d'évoluer dans les métiers. Donc, y compris au Liban, je pense qu'il faut travailler à l'interaction, mais on a besoin de qualifications, y compris de haut niveau, faites par des chercheurs, parce qu'à un moment donné, dans ton emploi, y compris en tant qu'agriculteur, tout ce qui est, par exemple, ce que je connais bien, la télédétection, c'est-à-dire les satellites et tout ça, ça sert maintenant aux agriculteurs, en fait. Donc maintenant, il y a tellement une élévation du niveau technique et du besoin de connaître un certain nombre de choses que, voilà. Je laisse répondre. Alors je vais répondre à quelques questions seulement. Sur le temps pour mettre en place un système éducatif démocratique, je vais faire deux propositions. C'est un peu comme ça qu'est structurée la conclusion. Il y a d'une part ce qu'on peut faire à l'échelle de l'université et la réorientation des programmes d'investissement d'avenir qui sont des emprunts faits par Bercy et Donné. Ça peut aller assez vite en fait. On voit bien qu'à Saclay en 5-10 ans, 5-6 ans même, c'est allé assez vite, alors qu'ils dorment sur de l'argent hérité de ces emprunts. Donc ça peut aller vite. Il faut se représenter ce que c'est. Ça fait 15 milliards d'euros entre le programme d'investissement d'avenir et puis le crédit impôt recherche. Moi, je ne suis pas complètement défavorable à laisser 1 milliard d'euros dans le crédit impôt recherche tel qu'il existait dans les années 90, parce qu'on sait que l'État ne peut pas avoir l'œil partout. Donc mettons 6. Avec 15 milliards d'euros, je crois qu'on est en dessous du plan Université 2000 qui avait permis la deuxième explosion scolaire aux universités. Donc ça veut dire vraiment, je pense, je suis vraiment sur l'enseignement supérieur en moins de 10 ans, avec ces deux leviers-là, c'est énorme en fait comme argent pour les bâtiments, mais aussi pour les collègues et les entretenir. La deuxième chose, par contre, sur le système éducatif. Alors, je vous ai pas tout dit parce que voilà, il y avait le temps. Comment dire ? Les 28% d'étudiants qui arrivent à l'université et qui sortent sans diplôme 7 ans après, et je suis désolé, Eleonore, je suis pas d'accord. La raison principale de leur échec, c'est pas le salariat, et j'aurais aimé pouvoir prouver ça, mais dans le livre, on dit clairement qu'on n'arrive pas à montrer ça. C'est leur niveau scolaire aux évaluations de français et de mathématiques en 6e, en fait. Et donc, en fait, nous, dans le livre, en conclusion, on plaide pour la fin des 3 voies, c'est-à-dire pour la fin de la voie générale, de la voie professionnelle et de la voie technologique. On plaide pour un lycée commun, qui est un projet qui est porté par le groupe de recherche sur la démocratisation scolaire. Alors, je sais que c'est pas un consensus à gauche, mais il faut se rappeler, on le fait dans la conclusion, que le SNES n'a pas toujours, par exemple, eu la position de défendre la voie technologique et la voie professionnelle. Dans les années 70, le SNES, c'était un projet qu'il défendait, c'était le syndicat majoritaire des enseignants. Et en fait, ces 3 voies, elles sont la raison même qui permet au système éducatif français de gérer ces écarts d'apprentissage entre les classes sociales et de les creuser en fait. Et donc
nous, on s'inscrit dans les rails de ce groupe de recherche. Alors, on ne développe pas parce que c'est un livre sur l'université, mais je vous invite à venir discuter ce projet d'une école commune qui est grosso modo une sorte d'école à la finlandaise où en fait les apprentissages sont au cœur du système, il n'y a pas de redoublement et tout le monde a un diplôme commun et on commence à se spécialiser après le lycée. La deuxième question sur quels sont les moyens d'action à l'échelle de l'enseignement sup et particulièrement dans les organismes de recherche, elle me touche particulièrement parce que je suis au CNRS. Je dirais d'une part au stade des idées, il y avait un consensus intersyndical justement depuis 2003 pour dire nous au CNRS, le seuil de renouvellement des chercheurs c'est 500 postes par an. Et aujourd'hui on est à 250 moins 13 postes puisque le président directeur général Antoine Petit s'accorde 13 postes pour recruter des chercheurs stars comme il appelle ça. Donc voilà, on est à 237 et certains groupes qui se sont montés dans les mobilisations récentes ont malgré eux fait baisser ce point de consensus. Et donc moi je pense que c'est important qu'on ait en tête ces seuils, de dire qu'au CNRS c'est 500 postes par an qui garantissent le recrutement, et pas moins en fait, et que là on est à peine à la moitié de ce qu'on devrait avoir. Et après sur les modes d'action c'est très compliqué parce que d'une part on a la gestion de nos carrières, alors c'est un peu technique mais enfin nous les chercheurs, il n'y a personne d'autre qui gère nos carrières, c'est nous qui les gérons entre nous par des élus, et donc là on est les pieds et les mains prise dans la LPR avec ces systèmes de primes à attribuer à des gens, à se battre pour qu'elles aient à peu près le même montant à tout le monde. Et donc moi je partage le désarroi en tant que syndicaliste des modes d'action. Je sais aussi qu'il y a des modes d'action qui ont très bien marché au début des années 2000 en France, comme la démission collective des directeurs de labo, qui avait été très très suivie et qui avait eu un petit écho quand même, qui marche plus quoi. Enfin voilà, en tout cas la dernière fois ça n'a pas très bien marché, donc je suis preneur d'idées. Moi j'ai l'impression qu'en tout cas quand on discute avec les collègues qui sont précaires, c'est là qu'il y a un levier d'action assez puissant et que leur détermination, en tout cas pour ceux que je connais à Paris, elle est totale et ça fait plaisir à voir. Enfin, la dernière question qui a été posée me semble ouvrir le débat sur la professionnalisation des études, et dans le dernier chapitre de l'ouvrage on y revient. Cette professionnalisation en France elle a été vraiment amorcée à partir des années 70, elle existait avant, depuis l'université impériale, les diplômes de l'université française sont censés être professionnalisants. On fait pas des études de droit seulement pour le plaisir, mais l'État français avait prévu qu'on fasse des études de droit pour avoir le droit d'accéder aux professions réglementées, avocat, tout ça. Et donc dans le dernier chapitre on montre surtout que la nouvelle vague de professionnalisation qui s'est amorcée dans les années 90, tous ces diplômes professionnels que certains d'entre nous ont vu se créer, se multiplier, puis l'arrivée de la licence professionnelle, sont en fait une manière de dévaloriser un mode d'accès à l'emploi, qui serait un mode scolaire d'accès à l'emploi, qui était très valorisé à l'université par le concours. Le concours, c'est un mode d'accès scolaire à l'emploi, fondé sur des compétences générales, des connaissances, voilà, comme ça. Et ça paraît complètement anachronique aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on se permet de critiquer le programme du concours d'attaché territorial où il y a la princesse de Clèves. Mais en fait, c'est un mode d'accès à l'emploi légitime qui a été historiquement défendu en France pour mettre en place un mode managérial d'accès à l'emploi où on essaye de trouver des compétences, des gens ajustés à un poste. Et je pense que dans une société qui connaît les enjeux climatiques qu'on sait, des enjeux même économiques qu'on sait, on a plus intérêt à valoriser le mode scolaire d'accès à l'emploi pour garantir des gens qui sont capables de se reformer continuellement. Voilà. Merci. Je ne vais pas répondre à tout non plus. Moi, je vais surtout revenir sur les questions donc, par rapport aux doctorants et par rapport du coup à la mobilisation étudiante. Pour commencer, je vais d'abord répondre donc, par rapport aux doctorants. Donc déjà, par rapport aux frais d'inscription, nous, forcément, ce qu'on revendique, c'est déjà une université qui est gratuite. Et donc, c'est la question de la location autonomie. La location autonomie, nous, comment on l'a théorisée dernièrement, du coup, puisqu'on a dû envoyer une note au ministère, c'est une allocation donc, pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. Et à l'heure actuelle, les doctorants sont encore considérés comme des étudiants dans les statuts. Mais justement, par rapport à ce point-là, nous, en tout cas, à l'alternative, on pense qu'il doit y avoir un vrai statut doctoral qui soit créé, parce que il y a des problématiques qui sont propres à ce statut-là et que du coup, forcément, après, il y a toutes les aides qui iront avec et tout le statut qui ira avec. Et notamment, du coup, là, ce qu'on a demandé récemment, on s'est mobilisé avec des collectifs de précaires pour poser une motion au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un peu compliqué, mais donc moi, j'y suis élue. Et du coup, on a posé une motion pour la revalorisation des contrats doctoraux, justement parce qu'il y a une question de la précarité doctorale qui est très forte. Et il y a une mouche
qui tourne autour de moi. Il y a une question de la précarité doctorale qui est très forte, et aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place pour y faire face, parce qu'effectivement, finalement, ils tombent un peu sous les radars, enfin, ils sont un peu en dehors des radars du coup du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas, ils payent beaucoup de frais d'inscription et ils ne touchent pas forcément d'aides qui sont destinées aux étudiants. Donc nous, en tout cas, on s'est mobilisé notamment au moment des élections CNESER, du coup, pour avoir un statut doctoral propre, pour avoir des élus aussi doctorants propres, pour qu'ils puissent avoir leur représentation. Et on est donc pour l'organisation notamment de collectifs de précaires, etc. Et c'est un travail qu'on fait quotidiennement encore. Donc s'il y en a aussi que ça intéresse, je le précise, je repréciserai ça plus tard, mais on a un stand avec l'alternative là dans le village associatif à côté de la Seine. Donc si jamais, n'hésitez pas à nous donner vos contacts et tout ça, parce qu'il y a une coordination qui se monte à ce niveau-là, et je pense que c'est assez intéressant de voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais évidemment, il faudrait que déjà que l'université soit gratuite pour toutes et tous, et cette allocation d'autonomie, on sera dans la rue du coup dès le mois d'octobre pour la revendiquer, donc pour les étudiants et les doctorants, ce serait avec plaisir si ils nous rejoignent dans les mobilisations. Sur le deuxième point du coup de la mobilisation étudiante, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la répression qui est de plus en plus forte. On l'a vu, nous on a toujours partagé des tweets de soutien, notamment par rapport à l'occupation à Nanterre, avec une violence qui était quand même très forte. Mais après, nous on pense que il y a un problème, en tout cas ces dernières années, qui est un manque de coordination, et c'est ce qu'on a vu avec la loi RE. En 2018, il y a un échec quand même à avoir une mobilisation qui est suffisante à mettre en échec le gouvernement, et ça c'est aussi parce que donc il y a des facs qui étaient mobilisés de manière très radicale, mais comme il n'y avait pas de coordination, on n'a pas réussi à mettre en échec le gouvernement. Et moi je dis ça parce que notamment je sais que l'alternative s'est créée suite à cette mobilisation là, notamment parce qu'il y a eu il y a eu un constat de l'échec de cette mobilisation. Et là, à l'aube du coup, j'espère, d'une grande mobilisation étudiante à l'automne et tout au long de l'année, je pense qu'il est temps aussi qu'on tire le bilan de cette mobilisation-là. Et donc on travaille vraiment à cette coordination. Et moi, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire également avec les organisations étudiantes comme l'UNEF, comme Solidaire et la FSE, c'est qu'il y a un besoin d'un mouvement étudiant unitaire sur cette question-là. Si on veut mettre en échec le gouvernement sur la question de la réforme des bourses, il va falloir se mobiliser ensemble, et donc poser des dates également ensemble et construire une campagne ensemble. Donc voilà, après je me ferai pas plus longue, mais je pense que c'est comme ça je conclue sur ce que je disais tout à l'heure de l'importance de se mobiliser à la rentrée. On sait qu'il va y avoir beaucoup de réformes encore qui vont nous arriver, donc voilà, il faut créer des cadres de mobilisation communs. Ouais, on a peut-être le temps de 2-3 questions encore. Je sais que tu avais demandé assez tôt, donc tu peux peut-être venir tout de suite. Je suis désolée, ça va être horrible. Je prendrai 2 femmes, un homme. Une femme là, et puis... désolée, Alain. Ouais. Ouais. Je vais juste poser une question. Je vais essayer de faire vite. Ah oui, ok. Alors moi je me présente, donc je sais pas si on m'entend. Est-ce que maintenant on m'entend ? Si, là on t'entendait. Est-ce que maintenant on m'entend ? Maintenant ? Ouais, là, ouais. Ok, donc je vais essayer de créer un peu. Donc moi je me présente. Moi je m'appelle Dounia, je suis doctorante en sciences politiques. Ah, il est des branches. C'est pas grave, viens devant la table. Je vais essayer de faire vite. Alors je vous mets... ok. Alternative, oui. Ah oui, bon alors... Je me mets... Ok. Alors moi je me présente, je m'appelle Dounia, donc je suis doctorante en sciences politiques. Donc moi je travaille sur les mouvements féministes en Égypte, donc plus précisément l'histoire. Bon, je vais pas trop parler de mon sujet de thèse, voilà. Donc en fait j'avais une question. Ok, est-ce que là vous m'entendez ? Oui ? Ok. Donc j'avais une question concernant les financements de thèse, parce que c'est vraiment galère, et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire, parce qu'au niveau des contrats doctoraux ça va, mais au niveau des financements de thèse, moi je galère là encore, alors que je demande pas beaucoup. Donc voilà, c'était juste cette question-là. Merci à vous.
Ouais, Naïm, moi je suis étudiant, je voulais 2 remarques et une question. Premièrement, je suis totalement d'accord sur ce qui était sur le constat. Je pense qu'il faut juste rajouter un élément sur pourquoi l'état de l'enseignement supérieur est ce qu'il est aujourd'hui. C'est que pendant la crise sanitaire, ce par quoi Vidal s'est distingué, c'est comme une phrase, c'est que le problème principal de l'université aujourd'hui, c'était le fait que les étudiants qui mangent des bonbons qui traînent sur les tables. Je pense que c'est important de le rappeler. Et deuxièmement, c'est que elle a fait tout un tas de réformes, mais finalement, ce qu'on retient de son quinquennat, c'est pas forcément toutes ces réformes. Le moment où elle a le plus d'écho médiatique, c'est bien le moment où elle a expliqué qu'il y avait un islamo-gauchiste qui gangrénait la société. Et je pense aussi à prendre en compte pour comprendre un peu la détérioration qu'a connue l'enseignement supérieur dans ce pays ces dernières années. Et donc ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Et après, moi, je voulais juste faire une remarque et donc une question. C'est que je suis pas totalement d'accord sur le fait que, parce qu'il y a quand même tout un tas de chercheurs qui expliquent quand même que la salarié étudiant est la première cause d'échec à l'université. Vanessa Pinto, Julien Berthaud, enfin bref, on sera pas forcément d'accord là-dessus. Dans tous les cas, effectivement, il suffit pas de travailler sur la question de la précarité étudiante pour mettre fin à l'échec au sein de l'université. Là-dessus, on est d'accord. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et poser toutes les questions. Par exemple, la question de la formation à la pédagogie de la part des enseignants et enseignantes. C'est aussi un sujet qu'il faut être capable de poser. La question de l'unification de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas trop de désaccord. Mais voilà, sur la question de qu'est-ce qu'on fait des formations privées de tout type qu'elles soient. Et aussi, au-delà de ça, dire qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas est-ce que les étudiants et étudiantes sont convaincus que la sélection n'est pas une bonne chose au sein de l'université. On connaît les scores de la NUP auprès des jeunes et notamment auprès des étudiants. On sait que l'abrogation de Parcoursup, on sait que l'allocation d'autonomie sont largement majoritaires au sein des jeunes et des étudiants et étudiantes aujourd'hui. Le sujet, c'est bien comment on arrive à se mobiliser. Et c'est bien là le sujet, c'est comment on arrive à avoir une coordination sur nos facs pour que ce soit pas un peu en ordre dispersé qu'on mène la bataille à la rentrée, mais qu'on arrive à avoir un calendrier commun de mobilisation. Et donc c'est un peu ça le sujet. Il faut se mobiliser de manière commune et unitaire, bien sûr, qu'on soit étudiant, doctorant, enseignant, si tu as certains. Par contre, il faut être aussi capable de faire entendre les revendications spécifiques des étudiants. Et je termine juste là-dessus. Je me rappelle par exemple qu'en 2019-2020, pardon, le moment où on a le plus commencé à parler de précarité sur nos facs, c'est quand il y a la mobilisation sur la LPR. Et c'est vrai que ça a créé un peu un décalage parce que les étudiants, eux, se mobilisaient depuis déjà quelques mois, notamment suite à l'élimination d'Anas devant le Crous de Lyon en novembre 2019. Et je pense l'une des choses à pas reproduire, c'est seulement ce moment-là où on parle des mêmes sujets, mais parce qu'on n'est pas le même public, on n'est pas capable de travailler, de se mobiliser ensemble. Merci. Alors, je voulais parler de quelque chose. On entend. D'accord. De quelque chose qui me paraît essentiel dans l'accès aux études universitaires des classes populaires, c'est la question de la formation continue et de la possibilité de passer d'un métier à l'autre par le biais de l'université. Et ça a été complètement cassé par Macron, qui a supprimé quasiment supprimé les congés de formation. Il y a une corruption maintenant des aides, parce que beaucoup d'argent part dans des organismes non sérieux hors université. Et du coup, il y a une très grande difficulté maintenant d'accéder à des diplômes aux personnes qui sont déjà rentrées dans le marché du travail. Et pour moi, ça, c'est vraiment un enjeu. Parce que quand on est issu des classes populaires, on a souvent des parcours plus chaotiques. Et bon, il y a des pays qui sont très forts là-dedans, dans la possibilité de se former tout au long de la vie, notamment au nord, la Suède, Finlande, ils sont beaucoup plus forts. Mais nous, on a toujours été nuls, mais alors là c'est carrément la catastrophe quoi. Et en plus tout le système Parcoursup et de sélection des universités a rajouté à cette difficulté, puisque la sélection rend encore plus difficile à un étudiant qui est en reprise d'études, qui est salarié par ailleurs, d'accéder au master avec la sélection à l'heure actuelle, où les dossiers sont bien souvent vus à la va-vite, parce qu'il y en a trop maintenant, les gens postulent sur toute la France. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde ? La moyenne, on ne regarde pas l'intégralité du dossier, le parcours, l'expérience, tout ça, c'est vu dans un second temps. Voilà, ça me paraît important. Avant de conclure et de rebondir juste sur les 2 points, à mon avis, juste avant que j'oublie. Donc on a un livret d'un groupe thématique qui s'appelle Enseignement supérieur et recherche. Donc Karine Fischer qui est ici le co-anime. Alors normalement bientôt avec, c'est pas encore officiel.
Je peux pas le présenter là, non, pas encore. Bon, voilà. Ce qui va me remplacer en fait, parce que évidemment je vais pas cumuler, je déteste le cumul des mandats. Et donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, je dis ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de doctorants, de post-doctorants, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là. Si vous êtes intéressé par ces questions, que vous ressentez, même si vous n'avez pas votre carte à la France Insoumise, de toute façon il n'y a pas de carte. On a une liste de diffusion interne, on a un groupe Telegram et tout le programme qu'on a rédigé pour 2022, c'est vraiment ce groupe-là qui a travaillé très collectivement, qui a fait les auditions et tout ça. Donc je vous invite à nous rejoindre parce qu'on a vraiment besoin de tout ce que vous avez remonté et c'est vraiment comme ça aussi qu'on élabore nos idées. Ça, c'était une première chose. Je voulais dire deux choses, à mon avis, qu'on n'a pas trop dit. Alors moi, sur la sélection en licence, l'échec en licence. C'est pas ça que je dis. L'échec en licence. Bon, il faut quand même faire attention parce que l'échec en licence est avant tout un mantra politique pour casser l'université. C'est-à-dire qu'on utilise l'échec en licence pour dire l'université sait pas faire. Hein. Donc moi je me souviens en fait, on avait invité 2 chercheurs qui avaient travaillé sur ces questions-là au tout début d'ailleurs du livret en 2018, qui nous rappelaient quand même que si on regarde des taux de succès et des taux d'échec dans d'autres formations et qu'on prend les choses autrement, typiquement le nombre d'élèves qui rentrent en classe prépa et qui à la fin finissent dans les grandes écoles, etc., les taux n'étaient pas si différents que si on regarde des BT. Voilà, donc il faut quand même... pas d'accord, mais en tout cas, voilà, ils avaient écrit un livre là-dessus, etc. Donc tu le connais sûrement, tu vas me rappeler d'ailleurs comment il s'appelle. Bon, mais néanmoins, là où on peut tomber d'accord, c'est que même s'il y a peut-être plus d'échecs en licence qu'ailleurs, ce qui est normal vu les taux d'encadrement des étudiants. Enfin, par ailleurs, il y a pas. Si tu ramènes au taux d'encadrement, à mon avis, il n'y a pas de. Voilà, c'est logique. Mais néanmoins, faisons attention. Parce que ce truc-là, même il y a un problème, mais ce problème-là est quand même utilisé politiquement pour casser l'université et pour casser l'accès à toutes et tous à l'université. Donc là, il faut vraiment en avoir conscience. Deuxième chose que je voulais dire par rapport aux discussions qu'on a eues, c'est la question de la formation continue. Je pense qu'il y a un retour de la formation continue à l'université, attention, mais pas forcément comme on voudrait. Ils ont trouvé une astuce, c'est comment financer l'université. Ben finalement, et si l'université faisait les formations foireuses mais un peu moins foireux, mais ils ne le disent pas comme ça au ministère, mais en gros, si l'université faisait les formations que d'autres trucs privés font, mais avec la même logique de marchandisation. Et un master, je l'ai fait, puisque moi j'ai fait un master de philosophie quand j'étais chercheur, et ils m'ont fait payer 20 000 €. Alors c'est mon institut qui a payé, hein, d'accord ? Mais ils ont fait payer 20 000 € l'INRAE parce que je faisais une année de master en philosophie. Et donc leur idée, j'étais aux rencontres en tant que cégétiste là, avec le ministère sur ces questions-là. Ils le disent franchement, il y a une manne financière énorme dans la formation continue. Chiche, on refourgue la formation continue à l'université. Mais pas du tout dans notre logique à nous, qui est les cours du soir gratuits, etc., ou des formations où on donne des congés formation et on a des vraies qualifications, mais non, des formations encore au rabais, à mon avis, qu'ils vont faire. Et ça, vraiment, il faut faire attention à ça. Hein. Donc, mais tu as raison, c'est un point central. Et c'est aussi dans le plan dont j'ai parlé tout à l'heure, on a travaillé avec Julie Garnier sur cet aspect-là, parce qu'on pense qu'il faut retirer du marché toute la formation continue, où là, il y a du grand et n'importe quoi qui s'est fait. Et il y a une manne d'argent public qui part dans cette formation continue, et ça c'est inadmissible. Donc il faut reprendre la main là-dessus. Donc c'était les deux choses sur lesquelles moi je voulais rebondir, et puis après on redébattra sur la sélection ou pas en licence. Mais quand on parle de sélection, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que si on passe, normalement le problème c'est est-ce qu'on donne le diplôme ou pas. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné il faut rappeler que obtenir un diplôme, il faut avoir un certain nombre de qualifications pour l'obtenir. Voilà. Et effectivement on est en problème si on donne des diplômes alors que les gens n'ont pas les qualifications, on a un problème. Donc moi je préférais qu'on fasse redoubler les gens, qu'on prenne le temps. J'ai connu une époque à Orsay, je pense que c'est encore le cas, où quand on avait un bac L pour faire des études de physique à Orsay, on avait 1 an de formation pour se préparer à la licence. Et bien en gros c'est ça, si on multiplie les moyens pour donner aux moyens aux étudiants qui n'ont pas le niveau à un moment donné pour faire la formation, on leur donne les moyens de faire un rattrapage de qualification, et après ils feront la formation. Donc c'est qu'une histoire de moyens. Mais par contre ça ne doit pas être à un moment donné où on dit à tel, t'es pas assez bon et tu seras jamais assez bon pour faire tel diplôme. Parce que moi j'ai connu une époque aussi où des gens qui avaient eu
un bac mention passable, qui n'étaient pas très bons en physique, etc., qui sont devenus des grands chercheurs en astrophysique. Hein, parce qu'à un moment donné, dans les parcours de vie, il y a des gens qui se découvrent. Et ce que permettait l'université à un moment donné, c'est qu'on prend le temps de se découvrir. Et oui, si on a les moyens, on peut prendre aussi un peu le temps de l'expérimentation, de faire différentes formations, etc. Et on a des très belles surprises dans ces parcours-là. Parce qu'on a des gens à la fin qui ont vraiment eu des... Moi, j'ai eu des collègues qui avaient fait des bacs L qui étaient très littéraires et qui sont devenus ensuite des écologues et tout ça. Et c'était possible avant. Voilà, on prend le temps. Mais on prend le temps et on met le bon taux d'encadrement. Voilà. Moi, je vais rappeler des choses qui marchent très bien à l'université parce qu'il y en a. Et il faut se rappeler, par exemple, que les titulaires du DAEU, qui sont ces élèves qui reprennent des études alors qu'ils n'ont pas eu le bac, ils obtiennent plus la licence que les bacheliers technologiques et les bacheliers professionnels. Et donc, il y a des trucs qui marchent et donc on voit bien, en fait, on devine que, enfin, pour ceux qui savent un peu ce que c'est que le DAEU, c'est l'équivalent du bac mais préparé à l'université avec des taux d'encadrement assez suivis, beaucoup d'heures. Et donc ça, c'est sans doute, là, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de vérité un peu scolaire de ce qui se passe et ce qui se passe bien. Après, je pense que, bon, moi, je suis pas là pour hiérarchiser, les mots d'ordre politiques et voilà, mais je dois rappeler vraiment que le taux de sortie sans diplôme des élèves qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est 4% en fait. Ceux qui sortent sans diplôme. Donc voilà, vous êtes passé par une classe préparatoire aux grandes écoles et puis en fait, vous êtes arrêté et puis vous n'avez pas de diplôme d'enseignement sup à la fin, c'est 4%. Alors la fac, elle se situe dans une situation un peu médiane. Dans la fac, nous on montre que c'est 20, 22, ça dépend des filières. Et ceux pour lesquels c'est le plus inquiétant, et on le dit jamais assez, c'est les STS des services. Eux, ils sont à plus de 30% de sorties sans diplôme, alors qu'ils ont commencé un STS. Vous voyez, ils ont été un peu sélectionnés, pas très loin de chez eux. Et donc, mais voilà, moi, voilà, ma vérité, c'est de dire ça. Deuxièmement, on sait très bien aujourd'hui que les classes prépa, elles sélectionnent sur le niveau scolaire, donc on comprend bien en fait ce qui se passe, c'est que même quand ça marche pas pour ces élèves-là dans les classes prépa, en fait, ils rattrapent un truc à côté. Donc ça, je pense que moi, c'est mon rôle de le dire, même si c'est pas toujours facile à entendre. Enfin, moi, je pense que sur l'accès aux études des classes populaires, aujourd'hui, le verrou, il a vraiment sauté pour l'université. Moi, je pense qu'il faut vraiment se réjouir que les familles populaires envisagent des études supérieures et notamment facilement à l'université pour leurs enfants. Je pense que ça, c'est un point important et que tous les signaux qui sont envoyés sont faits aussi pour les décourager. Mais que par contre, la capacité à tenir quand ça se passe pas si bien que prévu à l'université, la capacité à gérer un peu l'usure scolaire, la fragilité économique, ça en fait ça reste un privilège de classe que n'ont pas la plupart des enfants d'ouvriers et d'employés eu égard aux ressources dont ils disposent pour financer leurs études. Et donc je pense qu'il faut avoir ça en tête, qu'aujourd'hui cette capacité à durer, à essayer plusieurs choses, à peut-être se réorienter, à faire des paris un peu audacieux comme on aime les voir, c'est vrai, on rêverait d'avoir des bacs L qui choisissent une option qui se retrouvent en master de géophysique, pourquoi, enfin vraiment, mais ces paris audacieux-là, je suis désolé, je suis sociologue, et enfin voilà, ils sont le privilège de quelques-uns, et ce qu'il faut faire, c'est peut-être les garantir à d'autres. Par l'allocation d'autonomie. Voilà. Oui, je vais juste finir en un mot sans forcément revenir sur ce qui a été dit, mais c'est juste pour rappeler aussi que là, il n'est pas question, je pense, d'opposer à la fois la question sociale et la question d'éducation. Donc nous, notre projet, comme je l'ai dit, c'est le projet de la démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est à la fois donc permettre l'accès territorial, l'accès financier, et donc permettre qu'il n'y ait pas de sélection à l'université, et permettre la réussite de tous. Et permettre la réussite de tous, ça passe par faire en sorte que les étudiants ne travaillent pas en même temps que leurs études. Ça passe par la pédagogie et ça passe par la libre orientation également. Et c'est là où moi je suis pas forcément d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que les classes populaires accèdent aujourd'hui plus facilement à l'université. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'études qui montrent qu'aujourd'hui, justement, il y a encore beaucoup d'enfants de classes populaires qui ressortent moins diplômés. Notamment, je crois que là, il y a des inégalités qui sont proches de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est quand même assez alarmant parce que aux États-Unis, on sait les inégalités qu'il y a. Donc, c'est encore un combat à mener, le combat pour la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et effectivement, comme l'a dit Hendrik, ça passe par l'allocation autonomie. Donc toutes et tous dans la rue en octobre, du coup, pour l'allocation autonomie.